Oui. Est-ce que c'est bien? 17h à Yaoundé, mesdames, messieurs, bonsoir, plaisir immense de vous retrouver une fois de plus sur le plateau du Grand Soir, le Grand Soir au cœur de l'actualité. Vous le savez, nous le savons tous, nous sommes, et ce soir encore, nous restons sur cette actualité qui met véritablement en haleine l'ensemble de la République. Il n'existe plus de jour sans qu'il y ait un nouvel épisode dans cette crise interminable entre la FECAFOOT et le MINSEP. Et le dernier épisode, ou alors l'un des derniers épisodes, c'est cette communication qui reste à vérifier, mais qui fait savoir que désormais, la gestion de façon précise des fonds alloués aux Lions indomptables du Cameroun a été retirée justement retirée à la fédération pour qu'elle soit désormais dévolue dans les compétences du MINSEP. On va en parler ce soir. Ce ne sera pas le focus majeur puisque nous allons interroger véritablement qui profite du désordre qui s'est installé dans le mouvement sportif camerounais entre justement le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football. Le match Cameroun-Namibie n'en finit plus de déchaîner les passions, n'en finit plus de faire réagir dans les chaumières. Nous serons du côté, en image, du côté de Galois avec l'arrivée des Lions indomptables du Cameroun qui sont pour la circonstance conduit par le ministre des Sports, le professeur Narcisse Mouelé Kombi. Tout de suite après, on évoquera avec vous, chers messieurs, chères dames, la question du banc de touche, puisque jusqu'ici, plane des incertitudes sur qui va conduire véritablement les Lions indomptables du Cameroun dans leur aventure contre la Namibie. On évoquera aussi la question de coordination, la question du coordinateur, puisque selon certaines indiscrétions, c'est à ce niveau que justement le débat coince. Qui gère l'argent des Lions indomptables du Cameroun? Qui gère la logistique? Autant de questions qui devront trouver réponse ce soir sur le plateau du Grand Soir. Et on ira aussi, chers messieurs, chères dames qui nous regardez de par le monde, interroger justement ces routes qui n'en finissent plus de nous faire peur au Cameroun. La rentrée scolaire, c'est dans quelques jours, que dis-je, quelques heures. On va essayer ensemble de voir ce qui ne va pas sur les routes du Cameroun avec la dernière hécatombe en date, celle concernant la falaise de Tchang. Rentrée scolaire passe une route. On en parle ce soir sur le plateau du Grand Soir. Une fois que je l'ai dit, mesdames, messieurs, merci encore pour la confiance. Je prends un verre d'eau et je reviens tout de suite après pour la présentation de ceux déjà en plateau qui nous accompagnent ce soir. À tout de suite. Retour sur le plateau du Grand Soir et justement pour épiloguer sur ces problématiques inscrites à l'ordre du soir, nous avons convié sur ce plateau divers personnes et personnalités même de l'espace médiatico-informationnel au Cameroun. Et la toute première que je m'en vais vous présenter nous vient justement des amphis. Il est, je l'ai dit, universitaire, enseignant d'économie. Il aime aussi désormais à mettre en avant sa casquette de biaïste. Il va nous dire pourquoi, membre de la société intellectuelle. Vous l'avez su, vous l'avez reconnu, je parle ici du docteur Showalter, à qui nous disons un bonsoir et surtout une bienvenue sur le plateau. Merci, bonsoir à vous et bonsoir à tout le monde. Vous allez bien, docteur? Oui, ça va, on est à la mission. Merci pour la présence. Je m'en vais vers ma gauche lointaine, dire bonsoir à mon seul confrère déjà avec nous en plateau, Bertrand Bika. Trajectoire, c'est l'homme des trajectoires et c'est directement le directeur de publication des trajectoires. Vous aurez compris le parallèle. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane Baga, bonsoir à Showalter, j'ai pris plaisir à retrouver ce plateau, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Bonsoir aux papiers que vous avez présentés tout à l'heure, j'ai dit aussi bonsoir comme ça à vos millions de spectateurs qui sont scotchés aujourd'hui devant votre écran, parce qu'ils savent que la réalité, cette émission c'est l'émission phare, c'est une émission où il faut s'informer, c'est une émission qu'il faut regarder pour être à la pointe de l'actualité. Je dis comme ça, bon arrivée au Lyon. Qu'ils soient arrivés finalement. Oui, du côté de Garoua. Garoua, malgré tout ce qu'ils ont fait, ils sont à Garoua, bonjour à Garoua. C'est quelque chose qui est déjà bien. On a acté cela. Maintenant qu'ils soient à Garoua, on va leur souhaiter une bonne chance et on va regarder le match avec beaucoup de plaisir samedi. On y revient, cher Bertrand Bika, sur toutes ces péripéties et surtout sur l'ambiance au sein de la tanière du côté de Garoua. Je l'ai dit, les Lions indomptables du Cameroun ont foulé le sol de la
capitale de la région du Nord, justement une forte délégation que dirige le professeur Narcisse Mouelet Kombi. Une fois que je l'ai dit, je m'en vais vers ma gauche proche avec un autre journaliste, expert en communication, Sémio Stratège. Monsieur Arthur Nkoro est parmi nous, nous lui disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir aux copanélistes. C'est un plaisir renouvelé d'être sur le plateau et en espérant qu'on va édifier le plus possible vos millions de téléspectateurs. Rassurez-vous Arthur, ils sont véritablement nombreux à nous attendre, à vous attendre, à attendre de vous, expertise, analyse, mais surtout réalité des faits. Alors, je l'ai dit, nous épiloguons à présent sur cette crise interminable entre le MINSEP et la FECAFOOT avec comme interrogation principale à qui profite le désordre. On va essayer, autant que faire se pourra, de revenir sur les événements majeurs qui entourent justement l'arrivée même, la préparation des Lions indomptables pour justement cette rencontre du côté de Garoua contre la Namibie et ce sera aussi du côté de Kampala contre le Zimbabwe. Alors, Showalters, nous sommes là justement dans un feuilleton qui n'en finit plus. Les Lions indomptables du Cameroun ont été convoqués. Premier couac, censé se retrouver du côté de l'hôtel La Falaise, il se retrouve plutôt du côté de l'hôtel Hilton. Ensuite, c'est le Premier ministre qui entre dans le jeu. Je ne reviens pas sur l'épisode U20. Finalement, qu'est-ce qui se passe même au sein de la tanière? Des universitaires, des enseignants d'économie comme moi, n'ont pas d'habitude de parler des individus, mais de parler des actes. De parler des actes légitimes et légaux. Ou bien faire des analyses factorielles par rapport à des phénomènes. Dans un contexte précis. On peut être dans un contexte qui est sociopolitique, qui est culturel et qui est sportif. Nous sommes ici face à un contexte qui est sportif. Et il y a une crise. Donc, je ferai plutôt une analyse globale macroéconomique. Je ne veux pas parler des individus ou bien des lois, des textes et tout ça. Tout le monde le sait. Nous sommes ici sur une crise qui est ouverte. Une crise à la Fédération camerounaise de football. On identifie d'abord les acteurs. Une crise entre qui et qui? Avant d'arriver aux acteurs, cette analyse factorielle que je fais à deux dimensions, une dimension qui est matérielle et une dimension qui est immatérielle. La dimension matérielle ici parle des acteurs et des actes des acteurs. La dimension immatérielle ici maintenant parle de la typologie de la crise. La crise, elle est ouverte, elle n'est pas cachée. Ça veut dire qu'elle est déclarée au public. Et quand elle est déclarée au public, on peut vite identifier les acteurs et les actes que chacun des acteurs prennent. Maintenant, que ça soit, parce qu'elle parlait des actes, les choix stratégiques, les actes ici se définissent à travers les choix stratégiques. Ces choix-là peuvent être différenciés au niveau des choix stratégiques tels que les stades, le coach, staff technique, on va jouer où l'agent, correspondance, texte, MINSEP, la présidence, la FECAFOOT, ce sont les actes que les acteurs prennent. Tout à fait. Donc maintenant, dans cette dimension matérielle, quels sont les actes qui ont été pris? On peut voir le choix des hôtels pour héberger les lions, le choix des stades. Si nous formulons maintenant des hypothèses, si on joue à Yaoundé, ou bien on joue à Garoua, ou on joue à Douala, serons-nous à l'optimum d'une solution définitive de la crise? Niveau, Showalters, vous avez fait des déclarations, vous avez affirmé que le match Cameroun-Namibie, c'est joué à Yaoundé. Mais apparemment, vous n'avez pas été suivi, ou bien votre analyse n'a pas été la plus pertinente, puisque finalement, le match se joue à Garoua. Bon, puisque vous m'avez entrecoupé, je faisais des analyses pour y arriver. Que comme la crise est ouverte et on connaît déjà des acteurs et des actes que chacun des acteurs ont déjà pris, le match se joue à Yaoundé ou à Garoua. J'avais déclaré que ça va se jouer à Yaoundé. Mais nous ne sommes plus à ce niveau. La décision que le Premier ministre a prise, c'est une décision politique. Et le sport du Cameroun, ou bien dans le football camerounais, c'est la continuation de la politique. Ou bien disons globalement que le sport
du Cameroun. Quand je dis le sport du Cameroun, il y a football, handball, tout ce qui concerne le sport. Oui. C'est la continuation de la politique d'une autre manière. La politique, ça s'est transformé. Si vous lisez le livre de la politique intime de la 5e République, apparu dans le 19e siècle, vous allez comprendre. Si vous lisez encore Montesquieu ou Machiavel, vous allez comprendre, nous ne sommes plus dans le football, nous sommes dans la politique. Alors, il faut une décision politique. Ouais. Pourquoi cette décision du Premier ministre est politique? Elle est politique parce que le Grand Nord, avec les données à ma disposition, le Grand Nord a contribué à plus de 41% de vote à l'élection présidentielle de 2018 au président de la République. Oui. C'est des données, ça c'est des données que je vous démontre. Que Garoua c'est une ville stratégique. Oui. Pour un homme politique, pas le Premier ministre, c'est un homme politique. Oui. Le président de la République, c'est un homme politique. Eto est allé à Banganté, il a fait une déclaration politique, déclaration de presse politique. Ça veut dire que ça s'est transporté du domaine de football à un domaine politique. Et chacun a son intérêt. J'ai fini en vous disant ceci. Oui. Samuel Eto'o est un lièvre politique. Il est un lièvre politique. Il est un champ politique même pour le président de la République. Pourquoi? Parce que les entités qui se battent, ça va donner beaucoup de preuves au président de la République de déterminer qui est avec lui, qui n'est pas avec vous. Oui. Parce que quand vous lisez le Machiavel, quand le questeur avait donné tout le pouvoir au questeur, et que le questeur avait pris tout le pouvoir, et il a pris toute la République, il était déjà vice-président bis. Quand ça arrivait un moment où il faut condamner, Machiavel a dit à son questeur que quoi? Même toi, ça veut dire que quoi? Lisez seulement les correspondances, vous allez comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Donc c'est une décision politique. Je ne suis pas dans les textes, je ne suis pas dans les lois, oui. Je ne suis pas dans la convention. Ça c'est une décision politique. Et la décision elle est temporaire parce que ça ne nous amène pas en dehors de la crise. Je ne change pas ma position. Le match devait se jouer à Yaoundé. Sauf que la politique est au-dessus de la morale, au-dessus de la raison et au-dessus de la religion. Et c'est ça la thèse du Machiavel. Ça veut dire le président de la République, comme il utilise Samuel Eto'o comme un lièvre politique, à travers Samuel Eto'o, il va donc atteindre ses objectifs politiques et nous sommes à la veille d'une élection présidentielle. Merci, Dr Osho Walters, pour votre premier jet. Betlambika, l'universitaire sur le plateau évoque des raisons éminemment politiques pour justifier donc ce choix du stade de Garoua. Mais en amont, on sait que l'Africa Foot avait déjà choisi Garoua, la CAF, l'entité qui gère le football africain, avait validé ses choix. Il y avait eu ces querelles sur le lieu, mais aujourd'hui, on nous fait comprendre que c'est un choix politique qui amène à ce que justement ce soit Garoua qui soit finalement retenu par la fédération et même par le ministère des Sports. Stéphane Baga, il faudrait déjà dire ici que à l'orée du match de samedi, les Lions sont à Garoua. Oui. Ils ont besoin autour de sérénité pour que le match puisse se passer normalement et qu'ils puissent gagner samedi. Oui. On leur souhaite déjà bonne chance. Et on leur dit bravo d'être revenu à la raison. Une fois que j'ai dit ça, je ne peux pas me taire face à de telles absurdités que j'ai suivies sur ce plateau. Ça, il faut le dire de manière claire. Il faut le dire de manière claire. Nous sommes sur un plateau sérieux, monsieur. Non, il faut le dire de manière claire. Je vous souhaite que non, lorsque votre langage, non, ce plateau ne parle pas d'absurdité. Non, je dis, lorsque c'est mon propre ami, un docteur, qui se verse dans la roubladise totale comme ça, il faut le dire qu'il doit arrêter. À un moment, il faut arrêter. De quoi parlez-vous, monsieur Bika? Laissez-moi, allez-y, allez-y. C'est le même Walter qui nous dit qu'il ne parle pas des hommes, il convoque les actes légaux et légitimes. C'est lui qui nous l'a dit tout à l'heure. Oui. Les actes légaux et légitimes. C'est le même Walter qui nous dit la politique au-dessus de tout le reste. Bon, ok. Il nous cite les hommes politiques. Il estime que John Bout est un homme politique et tout un lièvre politique. Nassim Moulay est quoi? Il est sportif? Il est politique? Il veut savoir si vous voulez. Il est un homme politique. Ah, ok, d'accord. Nous sommes d'accord, tranquille. Au-delà de ça, revenons sur 2 ou 3 aspects simples. Lorsque tu convoques l'aspect légal et légitime des actes, est-ce que le ministre des Sports, ton champion, bon, c'est ton champion, on voit tes sorties épistolaires à tout moment sur les réseaux, et ton ministre a posé des actes légaux
est légitime. Posons la question aujourd'hui. Lorsque vous venez aujourd'hui convoquer l'arbitrage du Premier ministre, qui est un arbitrage censé, fondé sur les textes, vous estimez que c'est politique. Il est question des textes. Il faut qu'on le dise, on l'a toujours dit de manière claire. Cette bataille de chiffonnier qu'on passe le temps à produire, à donner aux Camerounais, elle n'a que trop duré. Et ça dure parce qu'il y a des personnes comme Sean Walter. Alors, oui, il faut le dire. Parce qu'il y a des personnes comme lui qui font que ça dure. En quoi Sean Walter? Parce que c'est des personnes qui font croire, c'est des personnes qui font croire aux gens qui font mal, qu'ils font bien. C'est ça la réalité, Stéphane Baga. Vous avez suivi le reportage d'hier qui a totalement changé. On vous dit dorénavant que, conformément à la décision de la CAF et d'Africa Foot, le match va se jouer à Maroc. On n'a pas dit à Garoua. On n'a pas dit autre chose. On a bien dit au reportage, la décision ultime qui a été prise par le Premier ministre, c'est parce que c'est conformément à la décision de la CAF. Vous évacuez l'aspect politique évoqué par le... Il n'y a rien à voir, la politique n'a rien à voir aujourd'hui. Aujourd'hui, on va convoquer le fait que Maroua a eu, Garoua a eu 1 milliard d'électeurs pour il faut arrêter ça. Pourquoi on ne joue donc pas tout le match à Garoua? Parce que c'est politique. Pour leur contacter parce qu'ils votent beaucoup. Le contexte, mon cher ami. Non, il faut arrêter. Je continue. Je ne sais pas continuer. Mais il faut dire autre chose, Stéphane Baga. Lorsque on convoque le même contexte qu'il convoque aujourd'hui, lorsqu'il dit qu'on n'est pas sorti de l'auberge, je suis d'accord, on n'est pas sorti de l'auberge. On n'est pas sorti de l'auberge, pourquoi? Parce que, en la réalité, des personnes ont des agendas cachés. Qui sont tous sauf sportifs. Est-ce qu'on peut encore dire ici un exemple qui nous fait pleurer, lorsqu'on parle de ça, on a des larmes aux yeux sur que ces filles qui nous regardent. L'essentiel, Je vais à l'essentiel. Ces filles qui nous regardent aujourd'hui, qui doivent plus avoir les visas. On ne peut pas les jouer. Tout un ministre du football a dit que ça ne le regarde pas. Tout un ministre. Ça ne le regarde pas les visas qu'elles n'ont pas eu. Mais il réussit à mobiliser toute la nation pour le football. Je crois que ces filles, elles sont là, elles sont pleurer. Elles sont quand même, nous sommes d'accord. Elles sont pleurer. Lorsqu'aujourd'hui, vous voyez tout un ministre de la République se fait, parce que la honte ne tue pas, se fait tout le temps ridiculiser. Je le dis, je me le dis. Non, vous allez le dire avec des exemples, parce que... Écoutez. Oui. Lorsqu'un ministre vous dit, vous jouez à Yaoundé, on vous amène à Garoua, finalement, vous êtes ridicule. Vous êtes ridicule, il faut le dire. Puisque lui, il est censé être représenté de l'État. Et comme on dit que lui, l'État... Et il vous dit, le match est Yaoundé. Le fait de vous dire c'est Garoua, finalement pas Garoua. Mais vous devenez ridicule. Et on peut citer le cas, avant ça, la première crise lors des matchs. On a vu le staff. On a vu ce qui était dans la douche finalement. Aujourd'hui, on voit la tentative, vous avez fait bien de lire cette tentative d'extension de fonds. C'est encore quelque chose qu'il faut convoquer, c'est avec gravité. On y revient. Voilà. On y revient. Mais vous allez chuter. Voilà. C'est pour dire qu'il faut qu'on soit un tout petit peu sérieux. Nous sommes des personnes, des leaders d'opinion. Ici, on doit porter la symbole de la vérité. Parce qu'en réalité, ces lions doivent connaître la vérité, connaître la loi, connaître la raison pour que les choses avancent de manière claire. Il faut arrêter de siffler, de vous là, de manganiisme. S'il faut le dire, tu peux le dire. Des personnes qui attendent des pots de vente, des retours comme je ne sais pas que ils vont là-bas. Parce que c'est pas comme ça qu'on va résoudre ce pays. Merci. Là, dans le faux. Tu dis que dans le faux. Et je pense que le Premier ministre aujourd'hui, ce qu'il a fait hier, c'est un acte de justice, un acte régalien. Il n'a que fait, il n'a que suivi la loi. Il leur a dit, d'après les textes, une fois que c'est l'Africa Foot qui est censé choisir le stade, une fois que la CAF a homologué, il n'y a plus rien à dire, il n'y a plus rien à faire. Je reviens vers vous, éviter de convoquer la politique ici, sans qu'on fasse de flagornerie.
Je reviens vers vous et je précise pour tous ceux qui nous regardent que justement ce soir, nous évoquons la crise MINSEP-FECAFOOT et nous questionnons à qui profite le désordre. Pour ceux qui nous regardent et pour ceux qui s'interrogeraient pourquoi il n'y a pas la thématique inscrite au bas du petit écran, elle arrive certainement dans les prochaines secondes. Artunko, je me tourne vers vous. Alors, nous sommes aujourd'hui en pleine scène kafkaïenne où on ne comprend plus qui fait quoi. Alors, vers où se trouve la légitimité? Vers qui penche la légalité? Qui a tort? Qui a raison? À qui profite le désordre? Puisque l'on sait aujourd'hui que justement c'est à chaque jour son acte, c'est à chaque jour son épisode. Hier c'était la réunion Premier ministère, avant-hier c'était la question de l'hébergement. On a vu des U20 à la falaise, on a vu des seniors à l'hôtel Hilton, on a vu un va-et-vient à l'immeuble du Premier ministère, on a vu des communications à n'en plus finir, on a vu le NIES quelques semaines déclarer que le stade de Garoua n'est pas disponible, on voit la même structure changer de veste et présenter le stade comme accessible et disponible. Finalement, à qui profite le désordre justement dans cette crise de MINSEP-FECAFOOT? Le désordre ne profite à personne, mais on y est. Et j'aime souvent le dire, dire la vérité n'est pas défier l'État, dire la vérité n'est pas démasquer un complot dont on n'est pas parti. On est dans une crise de prérogatives et de procédures. Et la crise est exacerbée parce que certains ont refusé deux choses. À défaut de comprendre la loi, ils ont même refusé de la lire. C'est-à-dire parce qu'on peut mal faire de bonne foi. Alors, vous m'avez demandé de quel côté est la légalité. Oui. Je crois quand même que depuis que cette pseudo-crise, c'est pas une crise, hein, c'est du désordre organisé. Il n'y a pas de crise là, parce que tout le monde sait qui doit faire quoi. Vraiment au fond, on ne va pas nous prendre pour des lapins de 3 semaines. Tout le monde sait dans cette affaire qui fait quoi. Qui choisit l'hôtel? Allons de façon simple, pour que ceux qui nous regardent nous suivent. Qui choisit l'hôtel des Lions Indomptables? La fédération. Qui convoque les joueurs? La fédération. Qui choisit le stade? La fédération. Alors, si on répond à ces 3 questions, pourquoi est-ce qu'on en arrive donc à ce spectacle désolant qui prévaut actuellement au Cameroun? Monsieur Mbarga, j'ai écrit dessus. Vous savez que moi j'écris. Quand j'ai quelque chose à dire, j'écris et c'est public. Oui. C'est un baroud d'honneur et gothique. Ça, c'est des réminiscences. L'affaire est finie, en fait. Mais là, maintenant, on est dans le... Chez nous, les Bétons, on appelle ça l'élan. C'est-à-dire, je fais d'abord. On va... Une provocation. Je gagne, je fais. Je sais, je connais même la fin, mais je fais d'abord. Parce qu'au fond, je vais faire simple. Je vais faire très simple. Lorsqu'il a fallu nommer l'entraîneur, il y a eu un débat d'interprétation sur un article de la Convention. Les deux parties aiment beaucoup cette Convention. Ça veut dire que je vais oublier les autres, j'oublie le décret, j'oublie la loi 2018, c'est-à-dire les sons des textes de la FIFA, les sons tout ça. On va utiliser la Convention que les deux parties aiment tant exciper. Oui. Et quand il fallait nommer l'entraîneur, le ministère des Sports, vous voyez que je ne dis pas le ministre, parce que les Camerounais aiment bien ces débats de personnes, parler des gens qui vivent mieux que nous. C'est-à-dire, le ministère vit mieux que moi et tout vit mieux que moi. Je ne sais pas pourquoi il veut parler d'eux. Donc, je parle du ministère de la FECAFOOT. Le ministère a dit, je nomme l'entraîneur parce qu'il y a un article qui me permet de recruter quelqu'un et de le mettre à disposition. Bon, je laisse d'abord la partie parce que c'est une des raisons pour lesquelles il faut réformer le texte. Parce que le texte n'est même plus en adéquation avec les textes de la FIFA. Mais passons. Alors, le ministre a nommé un entraîneur sur la base de cette convention. Ça veut dire qu'elle est applicable et elle est appliquée. Et donc elle est bonne. Mais d'où vient-il qu'aujourd'hui, pour la suite de l'affaire, dans la même convention, on dit qui fait quoi? Pourquoi, quand il faut maintenant respecter le reste de la convention, il y a un problème? Oui. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de crise. Il y a du désordre. Il y a du désordre. Celui qui gère l'argent du foot,
il y a quand même un texte qui parle de gestion financière. Vous avez suivi la dernière actualité qui quasiment retire la compétence, la gestion de cet argent-là à la fédération pour l'octroyer au ministère des Sports. Elle est toute brûlante, elle est toute récente. Monsieur Mbaga, je suis un agent public. Oui. Une lettre... J'attends de vous des précisions. Très bien, c'est une lettre. Vous êtes autant communicant que moi sur ce plateau. Oui. Cette correspondance, elle est authentique. Oui. Elle est authentique. Oui. Mais dans son application, il y a quelque chose qui coince. Celui qui doit faire cette opération s'appelle le ministre des Finances. Oui. Si vous avez une décision du ministère des Finances qui fait un virement au ministère des Sports, et sur la base de quoi, vous me la montrez. C'est de la finance publique vraiment pour les nuls. C'est-à-dire un fonctionnaire un peu normal comprend très vite qu'il y a un souci. Ce monsieur dit que l'État n'existe pas. Donc, un fonctionnaire... Je ne sais pas s'il a suivi le discours du président public. On nous ramène en arrière. S'il vous plaît. C'est pas ça le thème. Un fonctionnaire... Il nous ramène en arrière. C'est une lettre. C'est pas honnête. D'un haut fonctionnaire, un haut dirigeant qui demande à un autre de faire quelque chose. Sauf qu'une fois de plus, nous revenons au centre de toute société. La règle, la loi. Et il y a une loi qui dit à qui on envoie l'argent des fédérations. Je reviens vers vous, Arthur Nkor. Le temps pour nous de dire le bonsoir et surtout la bienvenue à ceux qui manquaient à l'appel, qui nous ont finalement rejoints. Je commence par M. Anissé Noah, plus besoin de le présenter, analyste sociopolitique, enseignant, syndicaliste et plusieurs casquettes. Nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir à mes copanélistes et bonsoir aux milliers de téléspectateurs qui nous font l'honneur et le plaisir de nous regarder cet après-midi. Je ne vous donne pas le temps de prendre votre souffle. Tout de suite, je vous introduis. Nous sommes à Garoua désormais. La polémique sur le lieu du match semble être élevée. Ce sera Garoua. Toutes les parties l'ont finalement accepté. Le ministre des Sports y conduit la délégation composée des Lions Indomptables et tous les officiels et tout l'encadrement. Comment est-ce que vous voyez cette ambiance-là 2 jours du match? On va se retrouver dans le meilleur des cas avec Marc Brice au stade, ou alors on va se retrouver avec cette cacophonie qui a déjà existé et où justement on se retrouve quasiment avec deux entraîneurs pour la même mission. Oui, Stéphane, avant de répondre à votre question, vous me permettrez de faire une rétrospective des faits sociaux, puisque vous m'invitez ici en tant qu'analyste sociopolitique. Alors, il faut dire que lorsque Samuel Eto'o arrive à la tête de la Fédération camerounaise de football, il surprend plus d'un. Parce que vous savez, en Afrique, lorsqu'on organise une élection, on ne la perd pas. Donc, c'est Doumbombo Njoya qui était là. Certains ne s'attendaient pas à ce qu'il perde l'élection. Donc, Samuel Eto'o est élu. Et certains, il arrive dans la comme un cheveu dans la soupe. Nous sommes en décembre 2020. Et 2 ans plus tard, le président de la République décide de créer donc l'Office national qu'est l'ONIES. Et ceux qui en voulaient à Samuel Eto'o parce qu'il savait que Samuel Eto'o n'était pas quelqu'un qu'on pouvait encadrer, ou alors Samuel Eto'o n'était pas un béni-oui, permettez-moi l'expression. On a vu en Joseph-Antoine Bell, Monsieur Nkor a dit tout à l'heure qu'on ne cite pas les personnes, mais je pense que ce sont les personnes qui dirigent ces institutions-là. On a vu à Joseph-Antoine Bell quelqu'un qui pouvait contrecarrer Samuel Eto'o. Donc, ils ont donc proposé au président de la République de nommer Joseph-Antoine Bell comme le directeur de l'ONIES. Alors, quand on dit directeur de l'ONIES, ça veut dire qu'il est sous la tutelle du ministère des Sports. Et il y a des conflits qui naissaient déjà. Ça veut dire que le directeur de l'ONIES qui arrive se range du côté du ministère des Sports. Alors, je ne vais pas aller plus loin pour dire qu'en avril dernier, le conflit entre le ministère et la FECAFOOT éclate. Oui. Nous avons vu tout ce que nous avons vu et nous avons à plusieurs reprises appelé à l'arbitrage du président de la République. Parce que je pense que si le président de la République avait pris la pleine mesure de ce qui est en train de se passer aujourd'hui, il aurait appelé les 2 parties et je pense que les 2 parties auraient trouvé un consensus. Nous avons laissé pourrir la situation et la situation revient sur la table lors de la première journée des qualifications de la Coupe du Monde 2025. Alors, ce qui se passe, c'est que les 2 acteurs en présence, c'est le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football. Sauf que le ministère des Sports s'appuie sur l'ONIES pour contrecarrer les plans du ministère de la Fédération camerounaise de football. Parce que lorsque vous avez suivi le Premier ministre hier, il n'a pas fait cas
de la consultation de l'ONIES. Oui. Ça veut dire que l'ONIES, en fait, ne devait pas jouer un grand rôle sur ce qui est en train de se passer là. Parce que le ministre a considéré que l'ONIES n'a pas joué fin jeu. Parce qu'on ne peut pas se dédier à moins de 2 semaines de façon aussi visible. Je vais y arriver. Merci Stéphane Baga. L'ONIES, l'article de création, le décret de création de l'ONIES est clair en son article 4. Les missions de l'ONIES sont claires. L'entretien, la maintenance des infrastructures. Je m'arrête jusque là. Est-ce que l'ONIES a besoin d'attendre une rencontre sportive internationale pour entretenir les infrastructures qui sont mises à sa disposition? Je ne pense pas, parce que l'ONIES est une entité qui est dotée d'une autonomie financière. Ça veut dire que lorsqu'il y a par exemple une ampoule qui est cassée, je vais parler de manière simple comme au quartier pour qu'on me comprenne. Lorsqu'il y a par exemple une ampoule qui est cassée au stade de Fandena, oui, l'ONIES devait se charger de remplacer cette ampoule-là. Il ne devrait pas attendre qu'une compétition se présente ou alors un match se présente. Alors, l'ONIES est donc resté dans cette posture-là en attendant que la rencontre se pointe à l'horizon. C'est-à-dire, j'accorde le bénéfice du doute à cette institution-là parce que l'ONIES nous dit que nos stades ne peuvent pas être prêts à moins de 30 jours. Mais quelles sont donc les missions de l'ONIES? Ça veut dire qu'en fait, l'ONIES est en train de travailler, est en train de ramer à contre-courant. Stéphane Baga, figurez-vous, la politique mise sur pied, la politique mise sur pied par le président de la République. Parce que souvenez-vous, le stade Amadou Ahidjo a été construit en 1972. Il est donc hors de question que l'ONIES nous dise aujourd'hui que le seul stade qui peut être praticable au Cameroun, qui est plein au Cameroun, c'est le stade qui a été construit en 1972, alors que nous avons englouti des milliers, des centaines de milliards dans la construction des infrastructures sportives au Cameroun, notamment le stade de Lembe qui nous a coûté près de 200 milliards, oui, le stade de Japoma qui nous a coûté 140 milliards et d'autres stades. On nous dit donc que le stade de Lembe qui porte le nom du président de la République n'est pas à même d'accueillir un match de football. Les deux stades qui ne peuvent accueillir un match de football, c'est le stade de Fandena et le stade de Garoua. Alors, la FECAFO dit, allons donc à Garoua, puisque le Garoua c'est aussi au Cameroun, allons donc jouer cette rencontre-là à Garoua. Et l'ONIES se dédie à nouveau, dit que le stade ne peut pas être praticable dans les délais. Mais de qui se moque-t-on? J'ai envie de demander. Est-ce que l'ONIES a besoin d'attendre autant de temps pour mettre un stade à jour? Je me pose la question. Maintenant, le Premier ministre convoque donc les deux parties. Je ne vais pas dire les deux parties, c'est-à-dire l'équipe nationale qui est l'acteur principal de ce qu'on est en train de suivre là, c'est-à-dire de la rencontre. Convoque donc les Lions indomptables pour leur dire qu'en fait, c'est la FECAFO qui est habilitée à choisir le lieu de la rencontre au Cameroun. Et lorsque la FECAFOOT a choisi ce lieu de la rencontre-là, elle informe la CAF et la CAF homologue donc et la rencontre se tient. Ce n'est pas le ministère des Sports ou alors ce n'est pas l'ONIES qui décide de là où la rencontre va se tenir. C'est d'autant plus que lorsque le premier comptable des compétitions ou alors des compétences sportives au Cameroun, c'est la FECAFOOT en termes de football. Lorsque la FECAFOOT vous dit allons jouer à Garoua et l'ONIES dit qu'on ne peut pas jouer à Garoua, mais laissez la FECAFOOT aller se cogner le nez sur le mur et dire que non, on a dit que le stade ne peut pas être prêt, mais la FECAFOOT s'est entêtée. Mais la FECAFOOT avait aussi des informations et savait que ce stade-là pouvait être prêt. Et je pense que l'arbitrage du Premier ministre est salutaire et arrive à bon escient pour mettre les uns et les autres face à leurs responsabilités et pour que ceux qui nous regardent, les Camerounais, sachent de quoi les uns et les autres sont capables et nous l'avons déjà évoqué sur ce plateau pour dire que les uns et les autres sont en train de ficeler un coup d'état scientifique parce qu'il est hors de question que le président de la République met autant d'argent pour construire les infrastructures sportives au Cameroun et que les uns et les autres nous disent que non, ces infrastructures-là ne servent à rien. C'est le stade laissé par le président Amadou Ahidjo peut abriquer une compétition sportive. Merci, monsieur Noah, merci pour ce premier jet. J'introduis aussi au pas de course un confrère journaliste sur ce plateau, Timothée Essomba, DP de plusieurs organes. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane. Vous allez bien? Très bien. Alors, on va faire simple. Vous arrivez au moment où nous épiloguons sur la crise qui n'en finit plus de faire réagir
entre la Fédération camerounaise de football et le MINSEP. Aujourd'hui, nous sommes à Garoua. Même de ce côté-là, quelques éclats de voix. Le stade est-il prêt? L'ambiance générale dans la tanière, on ne sait pas. La sérénité, on ne sait pas. La question qui nous irrigue dans la réflexion ce soir, c'est à qui profite le désordre? Peut-on penser qu'il y a véritablement une main noire envers le football camerounais? Qui en veut au football camerounais lorsque nous évoquons tout ce désordre auquel nous assistons? Stéphane, pourquoi vous parlez de main noire alors que les acteurs sont identifiés? Il n'y a aucune main noire. Moi, je vais aller rapidement en vous promettant de faire l'effort d'être le plus objectif possible. Allons-y. Parce que le sujet en question, dès que vous donnez une information qui valorise X ou Y, on vous classe dans un camp et ça pose problème. Ça fait que les Camerounais ne tirent pas le meilleur de nos débats. Je vais entrer par la chute de mon frère noir en disant que l'ONIES a effectivement besoin d'attendre certaines compétitions et certains matchs pour mettre à jour certaines infrastructures. Et c'est basique. Pourquoi? Le Cameroun est doté aujourd'hui d'une dizaine de stades. Dans un contexte où le championnat n'est pas viable, financièrement parlant. Ça veut dire que c'est l'État qui finance tout l'entretien, du moins pas tout à 100%, mais à 85% les frais de l'ONIES. On se retrouve donc dans une situation où l'ONIES entretient, met à jour davantage, met à jour les stades en fonction du coefficient de fréquentation. Les stades les plus fréquentés sont ceux qui sont régulièrement mis à jour. Le stade le plus fréquenté au Cameroun, c'est Mfandena, ça c'est connu. Après Mfandena, c'est Bepanda. Le stade le plus rentable, si vous regardez les chiffres de l'ONIES, c'est Mfandena. Donc, ne faisons pas un procès rapide à l'ONIES. Contextualisons toujours nos réflexions. L'idéal, je reste avec toi, il n'y a pas de souci. Je ne vous coupe pas dans votre flot. J'essaie juste c'est comme mettre le doigt là où les Camerounais ont des interrogations. L'ONIES déclarait il y a une semaine que le stade de Garoua n'était pas disponible. J'y vais. Une semaine après, si le stade de est disponible. J'y viens en disant. Allons-y. En disant, ne versons pas toujours dans les procès d'intention. Parce que le Cameroun est un État. Le Cameroun est une république qui n'est pas née avec les sueurs Moele Kombi et Samuel Eto'o. Avant eux, le football se jouait. La FECAFOOT a été créée en 1959. Le ministère des Sports existe sensiblement depuis dans les années 4. Il n'y avait pas. On jouait au football. Les équipes nationales sont allées jusqu'au quart de finale de la Coupe du Monde. Donc, ne réduisons pas les choses sur le football. Je suis d'accord avec Atu, il n'y a pas de crise. Il y a du désordre. Et ce désordre tient à un volet. Donc, j'espère que j'ai clos mon chapitre sur l'ONIES. Si le stade de Garoua... Les spectateurs, nous dirons s'ils ont été convoqués en tout cas, je vais revenir dessus. Oui. Qu'est-ce qui se passe donc aujourd'hui? C'est que on a deux blocs. Le bloc du tout pour l'État et le bloc du tout pour le droit. Or, on gère un État avec le pouvoir, qui est le seul pouvoir dans l'État à avoir l'épithète politique. Le pouvoir politique. Le pouvoir politique est étudié par le droit constitutionnel, pensé par Maurice Duverger sous deux prismes de méthode. Le droit, règle posée, droit positif, et les faits, les pratiques. Alors, lorsque je l'ai dit, je dis à mes copanélistes, on ne peut pas aborder cette affaire MINSEP-FECAFOOT sous le seul prisme du droit. Il y a des enjeux politiques. Et ce sont ces enjeux politiques qui font que, pour soir à un dessin politique, on peut dire X le matin que la voiture ne fonctionne pas, et le soir, on va dire que la voiture fonctionne. Maintenant, la révélation que je peux faire ici sur ce plateau, c'est que l'ONIES, à partir du moment où la FECAFOOT a émis l'hypothèse de Garoua, l'ONIES s'est mise au travail.
directement, on a commencé à viabiliser Garoua. Oui. Ici, nous sommes tous des acteurs introduits. Oui. Celui qui va dire que ce que je dis là manque vraiment, l'ONIE s'est mise au travail à partir du principe de précaution. Qu'au cas où, à la fin, ça se joue à Garoua, il faudrait que Garoua soit prêt. Ça me permet donc de rassurer les téléspectateurs sur le fait que Garoua est à 70% prêt. Du moins, tout le volet football à Garoua est nickel. Le match va se jouer dans de bonnes conditions. Je pense donc que là, il ne faudrait pas dire qu'on a nommé Bell pour venir combattre et tout. Non, non. Ça, c'est penser que dans les États, que dans un État, on met les gens en conflit. Il y a quand même des actes qui peuvent interpeller. Quand vous voyez le président de la République, donc Paul Biya, il y a une série de décisions qui peuvent quand même interpeller sur les acteurs. Donc vous pensez que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui aujourd'hui est presque centenaire, va me nommer pour venir combattre M. Noir, ou bien M. Cho, ou bien M. Bika? Non. Et ce sont des coïncidences qui peuvent arriver. Et le jeu des acteurs fait qu'à un moment donné, on questionne donc le casting. Oui. Parce que, véritablement, les acteurs influencent le système, tout comme le système peut les influencer. Le souci aujourd'hui, c'est quoi? Le nouvel exécutif de la FECAFOOT est élu en 2021. Dans une affaire où la FECAFOOT existe et travaille avec une tutelle depuis 1959. Oui. Moi, je l'ai proposé très tôt. Lorsque vous arrivez, vous trouvez des gens. Sachez que vous avez trouvé un système. Vous faites ce qu'on appelle un audit des comptes, audit comptable, un audit de gestion, un audit administratif, un audit des ressources humaines. Et vous pouvez aller plus loin en faisant même un audit des usages et des pratiques. Oui. Pourquoi? La relation MINSEF-FECAFOOT aujourd'hui a un bloc de légalité constitué de 3 types de normes. La loi, par référence à la Constitution, qui estimait qu'on peut déléguer certaines matières en fonction des articles 24 et 25 de la Constitution. Il y a un décret, il y a une convention. Sauf que après la Constitution, la loi, le décret, la convention, il y a les pratiques, il y a les coutumes. Et à ce niveau, peut-être que ça coince. Justement. Le souci, c'est que l'exécutif de la FECAFOOT a décidé à un moment donné de rompre parfois avec la loi, la convention, le décret, parfois avec les pratiques, mais davantage avec les pratiques. Si on avait questionné les pratiques au départ, on devait dire telle pratique. Qu'est-ce que vous mettez en pratique? Les pratiques. Okay. Merci pour cette question. Par exemple, les questions liées à qui nomme qui gère l'argent, qui choisit le stade, qui choisit l'hôtel. Voyez-vous, lorsque l'exécutif actuel de la FECAFOOT arrive, nous sommes en pleine CAN. Les matchs se jouent. Qui avait choisi l'hôtel? Vous avez la réponse, certainement. Il y a quelqu'un qui avait choisi l'hôtel. Et ça n'a pas fait de problème. Ça n'a pas fait de problème. Oui. Vous voyez. Donc, il y a eu un système de pratique qui s'est répété dans le temps. Oui. Et qui aujourd'hui doit être revu. Mais qu'est-ce qu'on fait dans une république? On connaît les textes, mais on s'intéresse au contexte. Alors, les deux parties, à partir de l'arrivée d'un nouvel exécutif, auraient dû s'asseoir et s'accorder sur soit la perpétuation des pratiques, soit la réforme des pratiques. Et ça me permet de chuter en disant, on ne pourra en sortir de cette crise qu'avec cette assise. Il n'y a pas deux possibilités. Merci, Timothée Essomba. On ne peut sortir de la crise qu'avec cette assise. Docteur Showalter, le Premier ministre a d'ailleurs dit, il a souhaité que le dialogue entre les partis continue, mais il a d'abord prôné l'apaisement pour ce qui est de la rencontre qui arrive dans les prochaines heures contre justement la Namibie. Mais, docteur Showalter, est-ce qu'on peut construire une république viable, saine, apaisée, avec des tensions à chaque rencontre des lions indomptables du Cameroun? On a l'impression que la République est prise en otage. S'il faut
aller, entre guillemets, réveiller le Premier ministre ou alors déranger Chief John Gouté pour des questions de football, alors que le Cameroun a besoin d'avoir ses yeux rivés, par exemple, vers la Chine, vers les routes, vers la rentrée qui est là. Est-ce qu'on construit un pays avec autant de tensions inhérentes au football lorsque l'on sait justement ce que le football représente aussi dans ces pays-là? Je ne voudrais pas parler de ce que je ne connais pas, ou bien m'aventurer sur des déclarations sur ce plateau dont je ne peux pas justifier. Parce que je me suis rendu compte que nous ne sommes pas sur le thème et nous ne sommes pas dans la thématique. Parce que vous avez parlé du désordre. Oui. L'ordre ou le désordre nous amène à une crise. Oui. Celui qui dit que nous ne sommes pas en crise a déjà un parti pris d'office. Comment est-ce qu'on sort de la crise, docteur? Les méthodes, je suis un expert en management de crise. Allez-y, vous avez la parole. Le dialogue est une méthode de la crise. Il y a le dialogue, il y a la médiation, il y a la négociation. Et dans le cas échéant, nous sommes dans la médiation, nous ne sommes pas dans le dialogue, nous ne sommes pas dans la négociation. On fait une médiation, donc sur quoi? Ou alors on pourrait dialoguer sur quoi lorsque la situation est aussi tendue? Le dialogue, c'est entre les acteurs. Oui. La médiation, c'est entre les acteurs. Et il faut les médiateurs, il faut les négociateurs, il faut les acteurs du dialogue. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut faire un bon diagnostic. Quand les gens rentrent dans les conventions, on dit vraiment, nous ne sommes pas ici au cours préparatoire, mon frère. Nous sommes sur des choses sérieuses et c'est l'État qui a raison. L'État a raison, ce moment n'est pas sérieux. La raison de l'État est au-dessus de la morale et au-dessus de la religion. Le président public peut décider que le match se joue à Bamenda et à 24 heures, toutes les ressources matérielles, immatérielles, humaines, capitales, se mobilisent pour que le match se déploie pour que le match se joue à Bamenda. C'est ce qu'on appelle la raison de l'État. Si le cas le texte a dit que la loi a dit que c'est les gens qui ont les partis pris. L'organisation d'un match international a quand même des canaux. S'il vous plaît, monsieur Nko. Il y a docteur, je pose la question. Est-ce que lorsque le président de la République décide que le match se joue à Bamenda, qu'est-ce qu'il fait de la CAF, qui elle aussi a son mot à dire dans la validation et l'homologation des rencontres internationales? Il y a quand même une procédure pour qu'on arrive à choisir un lieu. Est-ce que lorsque le président décide, il fait fi des procédures de la CAF, il décide... Qui donne l'agrément à la FECAFOOT, qui a construit les stades? Voilà le président qui enchaîne pour négocier les fonds. Oui. La dette du Cameroun, la dette publique extérieure, nous sommes à plus de 9 000 milliards. Et la Chine a 4 500 milliards. On doit la Chine 4 500 milliards. Oui. Le président est actuellement en Chine pour négocier les fonds. On a construit les stades avec l'argent qui vient d'où? Les Chines ont construit les stades. La Chine a construit les hôpitaux. Vous croyez qu'on va laisser la FECAFOOT dilapider les ressources comme ça? On dit jouer sur le football? Vous êtes sérieux? Très sérieux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et ne fait pas, celui-là parlait de la convention, celui qui a raison, on y est, celui qui parle de tout ça, la loi. Ce n'est pas le débat. On veut élever le niveau. Nous sommes ici à la sortie d'une crise qui implique les acteurs qui veulent déstabiliser le Cameroun. Et le président doit parler à travers le Premier ministre. Et c'est la loi fondamentale, l'article 12 de la Constitution. Chaque ministre a ses prérogatives. Le Premier ministre a ses prérogatives. Le ministre des Sports a ses prérogatives. Qui a l'argent? Qui construit les stades? Qui donne l'argent pour les matchs? C'est la ration. Qui donne l'agrément? Chacun décide ce qu'il donne. Vraiment, moi, s'il vous plaît, une seconde, je ne bavarde pas trop, une seconde, je chute en une seconde. Non, allez-y. Il ne parle même plus. Non, comment? On veut profiter de votre expertise. Le docteur Showalter ne parle jamais par hasard. Oui. Je vous dis, méfiez-vous de ce que vous êtes en train de faire. Je parle à ceux-là qui ont des partis pris là, et qui prennent de l'argent de vous êtes qui? Je n'ai aucun parti pris. S'il vous plaît. Parce que pour identifier, je prends les téléspectateurs à témoin, pour identifier les partis pris sur ce plateau, suivez leur discours et les textes qu'ils citent, qui a tendance maintenant, mon frère, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre que l'État doit reprendre les choses en main. Cette phrase ne veut rien dire. Parce que ça ne veut rien dire en droit. Parce que non, je ne suis pas un professeur de droit. Moi, je fais l'analyse. Je n'enseigne pas le droit, monsieur. Je n'ai encore rien suivi là en termes analytiques. Non, moi, je suis sur la raison de l'État. Je n'analyse pas le droit. Il n'y a pas de raison d'État dans ce cas. Il n'y a pas de raison d'État. Il n'y a aucun péril dans ce pays parce que la raison d'État pourrait pas de fou. Mon frère, je suis avec vous. Analysez. Moi, les téléspectateurs vous écoutent. Vous êtes ici pour les téléspectateurs. Ne vous laissez pas distraire, docteur Showalter. Bon.
Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? On a dit. Que je n'ai rien à dire. Vous savez pourquoi? S'il vous plaît. Vraiment. Walters, on vous écoute. La République entière vous écoute. Ce qui m'étonne même, c'est que tous ces gens, si moi je les connais tous, ils savent qui est Joe Walters. Donc, on va aller chuter. Moi, c'est Bachelot en 1934, lorsqu'il avait dit que le plus savant, c'est celui qui pose les bonnes questions, pas celui qui répond à toutes les questions. Je ne répondrai pas à toutes vos questions, mais je me poserai des bonnes questions pertinentes. Allez-y. Pourquoi on discute les stars lorsqu'il y a un individu à la tête de la FECAFOOT? Pourquoi on crée l'ONIES lorsqu'il y a un individu à la tête de la FECAFOOT et qu'on discute? Pourquoi il y a une crise si intense, plus que celui de Yahya Mohamed, lorsqu'il y a un individu à la tête de la FECAFOOT? Pourquoi il y a des déclarations et des comptes de la presse d'un individu qui est à la tête de la FECAFOOT? Je m'interroge. Pourquoi à l'heure où nous sommes à la veille d'une élection présidentielle? Faisons très très attention. Je ne suis pas un parti pris, je n'ai pris l'argent nulle part. Quand je viens ici, je me débrouille pas arriver ici parce que je veux construire la République. Et celui qui veut déstabiliser la République sera arrêté. J'avais dit ici qu'on va arrêter les gens. Je ne parle pas du nom des gens. J'avais dit qu'on va arrêter les gens ici. Et ces gens seront arrêtés. J'ai dit que le régime, c'est un régime violent, et très mystique. C'est-à-dire, si vous voulez déstabiliser, ils nous tiennent, nous qui sommes sur ce plateau. Ils ont tous nos dossiers, que ce soit la PJ, au CED, au TCS, à la CIMIL. Celui qui va déraper, lui-même va voir, non? Même celui qui a la FECAFOOT, il va voir. Merci, Joe Walters. Jusqu'ici, on sait que le régime, ou alors Paul Biya, a donné dans ces pays la démocratie, la liberté d'expression. Et c'est ce qui nous permet d'interagir, comme nous le faisons. Arthur Nkor, le Premier ministre, dans sa communication, a salué d'abord justement le tempo des médiateurs. Il a voulu qu'on part au plus pressé, c'est ce qu'on a pu entrelire dans sa communication, qu'on aille du côté de Garoua, qu'on aille à Kampala et que peut-être plus tard on s'asseye et qu'on essaye ensemble de résoudre les problèmes. Alors ma question reste la même, on dialogue sur quoi? On fait une médiation sur quoi? Qui sont les interlocuteurs alors que les camps semblent de plus en plus clivés? Peut-on réunir des entités aussi hétéroclites sur la même table? On évoque l'ONIES, on évoque la FECAFOOT, on évoque le MINSEP. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il y a une pareille cacophonie dans la maison ou dans le mouvement sportif camerounais? Pourquoi chez les militaires ça marche? C'est parce qu'il y a des règles avec lesquelles on ne déroge pas. C'est aussi simple que ça. Le président Paul Biya, que je soutiens, moi je n'aime pas dire biaïste, que je soutiens, nous exhorte en tout temps à respecter la loi. Je mets quiconque au défi de ce plateau de me dire que ce n'est pas vrai. C'est vrai. La preuve, c'est que nous avons un parlement grassement payé. Nous avons des consultants grassement payés quand il faut écrire les lois. Alors, qu'un enseignant d'université vient nous dire sur ce plateau que laissez-moi vos histoires de loi, il y a un problème. Mais il y a un sérieux problème. Je l'ai dit, il n'y a pas de crise. Il y a du désordre. Et dans un pays, rien n'interdit même d'ailleurs le désordre. Parce qu'il faut qu'on soit d'accord. C'est-à-dire, les gens ne sont pas obligés d'être d'accord tous les jours, tout le temps, dans un pays. Mais ce qui n'est pas bon, c'est que personne, à la fin, ne vienne remettre de l'ordre. Le communiqué des services du Premier ministre est magnifique en tout point de vue. Oui. Il a essayé de blesser personne, il a essayé d'humilier personne. Mais est-ce qu'on va continuer avec ce conspiratisme? Parce qu'au sortir de la dernière crise, lorsque justement il y avait eu comme une espèce de bicéphalisme à la tête de l'exécutif, à la tête du staff technique, on a trouvé les mêmes acteurs, on a essayé de ménager les équilibres, mais au finish, on se retrouve avec une crise pour choisir où est-ce que doit on jouer le football. Là, je crois c'est quand même grave. Monsieur Baga, c'est peut-être là le problème. Et je l'ai dit, nous refusons de poser les questions simples. Parce que vous savez bien que les questions simples résolvent le problème et mettent les gens en difficulté. Je n'ai pas peur de dire que ce n'est pas le ministère qui doit loger les joueurs. Je n'ai pas peur de le dire. Ce n'est pas le ministre. Mon ami Essomba l'a dit tout à l'heure. Quand on jouait la carte, qui avait choisi l'hôtel? Quand on allait jouer contre le Burundi à Garoua, qui est déjà, il y a une affaire politique ici, où on dit que c'est pour les voix. Quand on allait jouer contre le Burundi à Garoua, il n'y avait que l'élection. Qui a choisi l'hôtel là-bas? Qui avait choisi le stade là? Pourquoi ça m'a fait le problème à l'époque? C'est qu'il y a de l'ego qui peut être mal placé
Qu'on peut nous comprendre, parce que, encore mon ami Essomba l'a dit, les pratiques, bonnes ou mauvaises, ont la peau dure. Ont la peau dure. Et pire encore, quand elle nous rencontre des prébandiers, parce qu'il y a toujours des gens derrière qui tirent les marrons du feu. Alors, pour faire simple, sur le cas précis, on discute de quoi? On discute des procédures. Qui discute de quoi? Vraiment, je vais le dire en français simple, vraiment facile. 90% des choses sont mises dans ces décrets parce qu'au fond, on a laissé qu'une seule chose à l'État. Parce que je n'aime pas cette phrase pour dire que non, l'État est fort. Non, c'est un pléonasme. Celui qui dit ça n'a rien compris. Personne ne peut venir se lever et dire que l'État est faible. C'est des choses qui n'ont pas de sens. On a laissé le régalien à l'État. Et c'est quoi le régalien? C'est la sécurité. Parce que la Fédération n'a pas de gendarmes, n'a pas de policiers, n'a même pas de stade. Une fois qu'on a défini les médiateurs, une fois qu'on a défini les acteurs, qui peut être médiateur? Non, il n'y aura pas de médiation. La Constitution dit qu'il y a un homme dans ce pays qui, par ses arbitrages, concourt au bon fonctionnement des institutions. Il s'appelle le chef de l'État. Quand il va décider, nous le saurons. Merci. Ça on dit qu'il exclut le Premier ministre, dit qu'il n'y a pas de médiation. Moi, vous m'avez dit que c'est... je suis francophone. Je suis francophone. Non, je vous explique bien. Vous avez dit que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Un journaliste dit qu'il n'y a pas de médiation, il a un parti pris. C'est mon analyse. Non, un journaliste doit avoir un parti pris, c'est malheureux. C'est malheureux. Merci, Showalters. Bertrand Bika, les questions n'en finissent plus, mais le problème reste le même. L'Africa Foot se réclame être dans son droit. Le MINSEP fait prévaloir le régalien. L'État est debout. L'État doit s'exercer partout. Les Lions, on a l'impression, sont pris en otage. Le capitaine Vincent Boubacar, qui avait été, via une circulaire, amené à prendre ses responsabilités, semble être en difficulté. On nous fait comprendre qu'il y a d'autres leaders qui se sont exprimés hier du côté du Premier ministère pour dire des choses et pour donner leur part de vérité quant à la situation. Finalement, comment est-ce qu'on en sort? Les Lions sont-ils en otage? Sont-ils pris en otage entre la fédération et le ministère? Non, les Lions ne sont pas pris en otage. Les Lions, en réalité, tous, autant qu'ils sont, savent exactement... Mais les Lions ne sont pas allés au Hilton, ils sont pas allés à Valais. Je dis tous autant qu'ils sont, savent exactement du côté où se trouve la vérité, la légalité, la légitimité. Donc se prévalent beaucoup de personnes sur ce plateau. Mais ce qui me surprend, c'est que sur le plateau, beaucoup de personnes, tu dis on est neutre. Mais quand vous écoutez les analyses, vous comprenez bien que ils sont là pour justifier 2 ou 3 choses qui sont qui s'imposent à nous comme nous au milieu du visage. Lorsque Showalter nous parle de l'État au-dessus de la loi et de la religion, on va donc vous dire à Showalter que c'est l'État qui a encore renié l'État. Puisque c'est encore le Premier ministre qui a dit à son ministre que allez à Garoua. Maintenant, est-ce que c'est encore dessus? Ils vont en tout la juger là-bas. Lorsque Timothée Essomba nous dit ici qu'à la réalité, l'ONIES, c'est une annonce de bataille. Lorsqu'elle invoquait, a pensé à Garoua. Alors qu'il y a moins de 36 ans encore, l'ONIES était mordicus que Garoua. C'est impossible qu'il y ait un match là-bas. Vraiment, il faut arrêter ça. Il faut arrêter quoi? Non, il faut arrêter. Il y a moins de trafic. Il y a moins d'un État dans la nuit. J'ai même dit le former la journée. Que vous n'êtes pas censé de mes propos. Donnez vos propos aux téléspectateurs. Vous êtes dans l'occultisme. Non. Vous êtes dans l'occultisme ici. J'ai modulateur. Nous parlons au peuple. Vous êtes dans la je refuse que des gens viennent ici. Alors que je suis venu sous la pluie, j'ai pris de mon temps pour s'ériger en censeur de mon propos. Moi, je ne censure pas. Non, vous dites non. Je fais la sienne. Vous n'êtes pas libre de censurer. Parce que vous n'avez pas qu'à jouer pour censurer en donnant des leçons. Je ne vais pas de leçons. J'ai dit la vérité. Parce que vous dites, monsieur Pelati, j'ai dit la vérité. Qu'on essaie de défendre les partis, on crée la réalité. Je vais organiser mon propos, ça veut dire que vous êtes occultisme ici. Donc dans la nuit, vous avez vous. Merci. Sans police sur le plateau. Allons-y, les femmes. Donc, vous n'avez pas caricaturer les propos de monsieur. Non, je dis donc, par
Parce que non, il le dit parce que... On a des relais à Garoua. On a vu des gens travailler. Si vous n'êtes pas au courant de ça, vous n'êtes pas au courant. Les gens travaillent. Les chemins vont sur l'Assemblée nationale à quelle heure? Les chemins vont sur le nouveau siège de l'Assemblée nationale à quelle heure? Vous dites que vous êtes journaliste. Quels sont vos relais? Un journaliste a des relais formels et informels pour avoir la vraie information. On vous a compris. Ça va l'objet d'une théorie en management public. Vous parlez à des journalistes qui sont le peuple intellectuel que vous et souffrez que quand vous ne comprenez pas quelque chose, posez la question pour vous répondre. On va compris. Je suis venu ici dans la vitesse. Ne m'indexez plus. Moi, je veux plus d'indexation. Merci. On va parler. Je dis pas qu'on n'est pas le parti pris. Je n'ai pas dit je n'ai pas de parti pris. J'ai le droit d'avoir un parti pris. On a assumé le parti pris. J'ai le droit d'avoir un parti pris. Ma parti c'est l'État. Voilà. Le ce sont pas l'Afrique. Croissance de l'État du Cameroun. Pour comparer avec la croissance de l'État. On a des incultes qui viennent. Ils vont c'est pas un index. On a compris. J'ai rien à faire. J'ai affaire, monsieur. Non, vous avez dit la vérité. Stéphane Baga. Betambika. On va se calmer sur le plateau. Monsieur Essomba s'est senti indexé. Il a exprimé sa colère, nous la comprenons. On voudrait avancer dans le débat de façon un peu... C'est vous qui faites que les gens... Monsieur Essomba, s'il vous plaît. Vous indexez... Permettez-moi de faire mon travail de modérateur. Oh là là. On va souffler. On va permettre à M. Bika de continuer son propos, mais en nous promettant de ne plus indexer. Je suis bien de relever 2-3 choses. C'est un débat. Sans indexer, Je n'indexe donc plus. Allez-y. Lorsqu'on nous dit qu'une organisation qui, il y a 36 heures, disait c'est impossible qu'il y ait le match à Garoua, mais alors que le jour où on a pensé le match à Garoua, qu'on a travaillé, je pense quand même que c'est gros comme nous le disons. Il faut qu'on soit clair. Donc on nous dit après, nous sommes dans un état de droit, donc il y a des lois. Mais à la réalité, malgré que le droit est ce qui nous engage tous, il faut qu'on convoque les pratiques. C'est quand même. Les pratiques sont... Il faut absolument convoquer les pratiques. Ça veut dire, moi j'arrive dans une structure où j'ai la loi de mon côté, j'ai le droit de mon côté, vous faites mal, et je dois vous dire que vous faites mal tous les jours que vous faites mal. Il faut quand même arrêter. On va s'asseoir pour ça? On va vraiment s'asseoir pour ça? Non. Il dit encore non. C'est pas un problème de pratique. Dans ce problème ministère FECAFOOT, il faut dire un truc qui est clair. Dites-le. Tous savent exactement que le véritable problème qui existe là, c'est que le sieur que j'appelle à FECAFOOT est venu couper les robinets. C'est un problème d'argent. Il n'y a rien de place, c'est un problème d'argent. Il y a l'air que vous avez fait, vous avez évoqué, ça vient vous démontrer à suffisance où est l'orientation précise aujourd'hui. Vous avez vu la lettre qui circule depuis ce moment. Oui. Une lettre qui n'a aucune valeur, c'est une lettre. Et je vais prendre un autre exemple. Parce que si ceux qui doutent que ça n'a aucune valeur, il y a un cas similaire pour faire un corollaire. On peut faire un corollaire. Le corollaire, c'est lequel? C'est qu'il y a une fédération analogue à côté où on a installé notre président. Il a écrit au Minifi, il a dit je ne connais pas ce président. Vous savez bien de qui il parle. Oui. Il a dit je ne connais pas parce qu'il ne donne pas l'argent là-bas. Après, il a donné. Il a donné. Je ne donne pas. Après, il a donné le matricule budgétaire, il a donné l'argent. Vous n'avez pas l'information. Il faut inviter à la réaction. S'il vous plaît. Voilà. Allons-y. Je vais arriver, je vais je parler. Je peux expliquer deux prochaines astuces de parler. Il refuse qu'on lui dise des choses de l'élection. Je suis modérateur, allez-y, monsieur. Voilà. Il dit que, il a dit au départ, je ne donne pas là-bas. Maintenant, on peut convoquer 2, 3, 4 raisons qui ont marché ou d'autres choses. Mais en réalité, il faudrait qu'on vienne devant les Camerounais pour parler aux Camerounais, qu'on dise la vérité, qu'on assume. Le problème des lieux indomptables aujourd'hui, c'est plus un problème d'État-Office, un problème de ministère. C'est un problème des Camerounais. C'est un problème des cadets mal-vivre que les Camerounais le sentent de plus, c'est comme on a toutes les activités. Il y a des personnes qui au Cameroun s'arrogent. La lecture selon laquelle ce n'est plus une affaire sportive. Les Camerounais s'arrogent aujourd'hui tous les droits, le droit de vivre de mort sur les gens, le droit de faire ce qu'ils veulent. Et lorsqu'en face d'eux, il y a des gens qui disent,
c'est pas comme ça que ça se passe. Il faudrait bien qu'ils puissent toute proportion garder. Ça s'agit. On doit lui trouver les raisons et sur autre chose. L'ONES s'est mal comporté. Cette fois-ci, le ministère peut être toujours mal comporté. Oui. La FECAFOOT peut avoir sa marge d'erreur, sa part d'erreur. Mais la légalité, la légitimité de quel côté? Du côté de la FECAFOOT, je suis désolé, c'est le côté de la FECAFOOT, un point d'entrée. Il faut qu'on puisse le dire au Cameroun aujourd'hui. Et quand ceux qui sont en train de courir au désordre, que les sorties des ordres puissent s'amender. Aujourd'hui, c'est que ce soit le Premier ministre d'ailleurs, non, tous s'amender. Aujourd'hui, regardez la délégation qui est arrivée à Garoua pour le match. Oui. À la tête de la délégation, il y a tous les ministres et son staff. Il faut le dire bien. Parce que au-delà de l'entraîneur qui était validé par la FECAFOOT, le rôle du staff, c'est un pseudo-staff de manière légitime et légale. Du point de vue de l'animation de l'équipe nationale. Sur le mot d'accord. Ça veut dire que c'est encore une porte ouverte pour un désordre éventuel à Garoua. Nous sommes d'accord que ça peut arriver, c'est possible. Donc, on pouvoir le dire comme ça à mon Merci Bertrand Bika, merci pour vos mots, pour votre prise de parole. Rassurez-vous, pour tous ceux qui nous écrivent, vos communications seront relayées d'un moment à l'autre. Le temps que je donne la parole à monsieur Anissé Noah qui est présent sur ce plateau. Anissé Noah, beaucoup de passion lorsque l'on évoque cette querelle MUNICEP FECAFOOT, beaucoup de droits, beaucoup de tensions, beaucoup de polémiques. Au finish, peu de personnes évoquent l'aspect sportif. Nous avons des staffs quasiment. Nous avons failli avoir une sélection U20 qui se serait pointée pour remplacer l'équipe Fagnon au cas où celle-ci serait restée au Hilton. Le sportif, qu'est-ce qu'il devient dans cette querelle d'ego, d'argent, de pouvoir? Qu'est-ce que le sportif devient? Que deviennent Tungum Pile? Que devient Marc Brice? Qui deviennent les staffs dans cette querelle? Non, il faut dire, il faut être simple et reconnaître que ce qui est en train de se passer là, les Lions sont pris en étau. Ça, il faut Ils sont en otage. Ils sont en otage, effectivement, entre le camp du MINICEP et le camp de la FECAFOOT. Mais malheureusement, il n'y a pas de véritables leaders dans ce groupe-là qui puissent s'exprimer et dire la vérité à certains acteurs. Parce que s'il y avait des véritables leaders qui peuvent prendre la parole au sein des Lions Indomptables pour dire voici ce que nous pensons, voici effectivement... C'est comme il faut savoir que Zambangui aurait pris la parole de façon sincère devant monsieur le Premier ministre. Non, mais quand vous êtes traîné de gauche à droite par des gens qui vous disent que venez à Yaoundé, vous allez débarquer à Douala et puis vous serez transféré à Yaoundé. Je pense quand même que c'est des professionnels et il faut qu'ils puissent dire que non, voici ce qui doit se faire. C'est la FECAFOOT qui a envoyé des convocations. C'est la FECAFOOT que je reste avec vous sur cet aspect bien précis. Est-ce que les Lions Indomptables ont manqué à leurs obligations en se retrouvant du côté du Hilton? Bien sûr qu'ils ont manqué. Les Lions Indomptables ont manqué à leurs obligations. Pourquoi? Parce que c'est la FECAFOOT qui envoie des lettres à chaque club, parce que ces Lions Indomptables là sortent les clubs. Et lorsque la FECAFOOT envoie des lettres à chaque club, ça veut dire que lorsque le club libère un joueur, il sait qu'il le met à la disposition de la FECAFOOT et non du ministère des Sports. Il est donc hors de question que lorsque le Lion Indomptable arrive à Douala, qu'il soit transféré à Yaoundé. Imaginez un seul instant que les Lions Indomptables arrivent à Douala et on les met dans une voiture personnelle et on les envoie à Yaoundé. Mais lorsqu'il y a accident en cours de route, qui est responsable de cet accident-là? Si le ministère des Sports savait que non, les Lions devaient être à sa disposition, il n'aurait même pu demander qu'ils débarquent à Yaoundé. Mais ce qui n'a pas été fait, parce que les Lions Indomptables ont débarqué à Douala, parce que c'est la FECAFOOT qui a envoyé les convocations au sein des clubs, et les clubs, les libérants, savaient qu'ils les mettent à la disposition de la FECAFOOT. Parce que vous l'avez mentionné tout à l'heure, avant qu'ils soient convoqués, le capitaine Aboubakar a reçu une lettre de la FECAFOOT pour lui dire qu'est-ce qui est censé être fait, pour lui dire quelles sont ses missions en tant que capitaine des Lions Indomptables. Mais visiblement, Vincent Aboubakar, que nous aimons tous, ne s'est pas comporté en tant que leader de ce groupe-là pour dire aux différents acteurs que voici, parce que il faut dire une chose. Oui. Nous avons des textes, et moi je n'aime pas ce juridisme-là, parce que ce soit au ministère des Sports, que ce soit à la FECAFOOT, il y a des brillants, des chevronnés juristes qui peuvent lire et interpréter les textes. Ce qui est en train de se passer là, c'est le désordre, et ce désordre-là est créé à des gens. Vous avez cité un interlocuteur, un acteur majeur
des Camerounais s'interrogent aussi sur ces différentes sorties et postures. Marc Brice. Marc Brice, il y a quelques jours, fait une interview où il déclare qu'il ne jouerait tous ses matchs qu'à Yaoundé. Il arrive, il n'y a pas la traditionnelle conférence d'avant-match, il fait un tour furtif du côté de la fédération, il en ressort sans dire mot à la presse, il quasiment prend la parole de façon impromptue et inopportune, selon ce qui est déclaré. On dit qu'il y avait les plans B, pas Est-ce que, justement, cet acteur-là, dans sa communication, ne contribue pas justement à ce qu'on se retrouve dans cette situation dans laquelle, finalement, on ne sait plus qui fait quoi? La dernière indiscrétion, c'est la présence d'un joueur qui n'a pas été convoqué, mais qui, justement, se retrouve au sein de la tanière. Son nom me reviendra. Pierre Koundé Malone. Comment est-ce qu'on se retrouve avec une cacophonie pareille? Un joueur qui n'est pas dans la liste, il n'y a pas eu de remplacement communiqué de façon officielle, mais qui se retrouve à s'entraîner, à être au sein de la tanière. C'est du cafouillage. Écoutez, je n'aime pas parler de Marc Brice parce que j'étais de ceux qui se sont opposés lorsque certains ont voulu débarquer Rigobertson. Parce que je suis de ceux qui pensent que lorsqu'on nomme un entraîneur, il faut qu'on lui donne le temps de travailler. Parce qu'une équipe ne se met pas en place en 2 jours. Il faut du temps à un entraîneur pour qu'il commence, pour que les victoires arrivent. Alors, vous m'invitez à parler de Marc Brice. Mais je vais vous dire que ce monsieur arrive au Cameroun comme en posture de colon. Vous avez suivi son interview dans un média occidental. Oui. Vous avez suivi, c'est-à-dire lorsqu'il a répondu à la lettre qui lui a été adressée par la FECAFOOT. Vous avez suivi sa réponse. As-tu un parti pris dans cette querelle? Mais c'est normal qu'il ait un parti pris parce que c'est la FECAFOOT et le ministère des Sports qui l'a amené au Cameroun. Oui. Et bien que la FECAFOOT l'ait adoubé, mais il est resté ce qui n'est pas normal. La FECAFOOT a confirmé la nomination de Marc Brice. Bien sûr qu'il y a un contrat. Même s'il n'y a pas un contrat, je ne sais pas s'il y a un contrat. Mais là, on va dans le vaudou. Ce sont les raisons pour lesquelles il faut. C'est un travailleur clandestin qui travaille sans contrat. Permettez que je finisse. Oui, la FECAFOOT a fait des nominations. La FECAFOOT a fait des nominations. Et il y a à la tête Marc Brice voilà. et un certain staff. Je ne sais pas si le contrat a été signé à Marc Brice, mais il faut reconnaître que c'est le ministère des Sports qui a amené Marc Brice au Cameroun. Donc, et il y avait eu des querelles sur sa nomination. Donc, c'est normal qu'il s'accroche sur le ministère des Sports. Maintenant, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Allez-y. Lorsque Marc Brice arrive, il fait une conférence de presse. On a vu ce qui s'est déployé. On a vu la lettre qu'il a, l'interview qu'il a donnée au sein d'un média occidental. On a vu sa réponse à la demande d'explication. On a vu lorsqu'il est arrivé au Cameroun pour l'entraînement des Lions d'Indomptable, c'est-à-dire il convoque la presse pour une séance d'entraînement qui était ouverte à la presse, mais quelques minutes après, il expulse la presse sans donner une information. Et le jour d'après, il arrive en retard d'1 heure de temps à l'entraînement. Mais plus grave, Koundé Malone, qui n'est pas dans la liste, la première liste, est infiltré, parce qu'il faut dire des choses telles quelles, est infiltré dans la liste, mais les journalistes qui attendent l'information n'ont aucune information. Marc Brice arrive à la Fédération camerounaise de football pour faire une conférence de presse pour dévoiler la liste. Il arrive, se pointe à 10h30 et il repart alors que la conférence de presse tous ces manquements, cela n'est pas motif à licenciement. Je ne suis pas son employeur pour le licencier. Je pense quand même que normalement c'est la FECAFOOT qui devrait être son employeur. En temps normal. C'est le même Marc Brice qui déclare ne pas être à la disposition de la FECAFOOT. Mais puisque les procédures ont été bafouées et il a été nommé par le ministère des Sports, vous voulez que je vous le dise en quelle langue? Puisque les procédures ont été bafouées et il a été nommé par le ministre des Sports, c'est la raison pour laquelle il s'accroche sur ce ministre-là, alors qu'il devrait être à la disposition de la Fédération camerounaise de football. Donc, je vais terminer en disant que je suis de ceux qui pensent que nous devons donner le temps à Marc Brice pour mettre une équipe compétitive sur pied et qui puisse nous permettre de gagner. Mais il faut que ce monsieur garde une attitude professionnelle et il faut qu'il sache qu'il est dans une terre de football. Le Cameroun, c'est pas le Tchad ou bien la RCA. Le Cameroun, c'est une terre de football. Sans faire un jeu, sans faire un jeu, je parle au niveau du palmarès. Je parle au niveau du palmarès. Le Cameroun, c'est quand même 4 cannes et plusieurs participations en Coupe du Monde. Il faut qu'il fasse preuve d'humilité et qu'il sache que
certains ont écrit l'histoire du football avant qu'ils arrivent là. Et ceux-là ont été humbles pour qu'ils arrivent à ce niveau-là. Merci, monsieur Noir. Ce n'est pas pour faire le débat. Non, je voudrais juste demander que soyons patriotes, disciplinés et républicains. Oui. Les gens qui ont des matricules viennent tremper le nom du gouvernement dans la boue, ça ne nous honore pas. Je voudrais me désolidariser des propos de M. Anissé Noir. Stéphane Baga. Stéphane Baga. On ne peut pas manger le nom du gouvernement sur la table. Non. Stéphane Baga. Vous laissez que moi je me Stéphane Baga. Là on mange le nom du gouvernement sur la table. Stéphane Baga. Stéphane Baga. On mange le nom du gouvernement. Moi je me désolidarise des propos. Je fais partie de vos intervenants. Non. Mais je ne vais pas admettre une, deux fois comme index et que je reste calme. J'ai un matricule et je l'ai mérité. Je ne vais pas venir sur ce plateau faire la démagogie comme Chowake. Parce qu'on le sait tous, on sait de quel camp, dans quel camp Chowake est. Non. Je suis bien. Écoutez, il y a ce qu'on appelle le paragon du Mulike. Il ne faudrait pas que Chowake vienne sur ce plateau. Vous l'avez dit. Non. Viens sur ce plateau nous dire qu'on va arrêter Samuel Eto'o alors que c'est quelqu'un qui fait de la flagonnerie. Je ne mange pas de ce plat-là. Merci, vous l'avez dit. J'ai un matricule et je fais le travail qui me demandait de ce matricule-là. Lorsque vous m'invitez sur ce plateau, j'y viens et j'informe les Camerounais. J'instruis les Camerounais. Je ne suis pas là pour demander un poste ou quoi que ce soit. Je vous ai apaiser, monsieur Noir, s'il vous plaît. Non, disciplinez vos panélistes. Merci. Je pense que Chowake devrait être discipliné. Merci. Nous sommes sur un plateau sérieux. On ne va pas nous égarer dans des considérations qui n'éclairent pas la lanterne de ceux qui nous regardent et nous suivent de par le monde. D'ailleurs, les différentes contributions sur nos différentes plateformes font exploser quasiment le standard. Timothée Somba, véritablement, on n'en finit plus. Même sur ce plateau, le consensus n'est pas de mise. Lorsqu'on évoque cette situation du côté de la fédération et du ministère, moi, mon interrogation, malheureusement, elle semble ne pas trouver écho, tant les attitudes plaignent sur le sportif. Le sportif m'intéresse. Quelle équipe contre la Namibie, lorsque justement on est tous focalisés sur les aspects extra-sportifs. Moi j'interroge l'observateur que vous êtes. Quel banc au stade contre la Namibie? Marc Brice Tungupile, Marc Brice Omambiyik, Marc Brice... Qu'est-ce qu'on fait, Timothée Somba? Stéphane, vous ne pouvez pas convoquer le sportif et le mettre et lui accorder la primauté sur l'extra sportif. Le professeur Joseph Ouna nous disait toujours qu'il aimait beaucoup le football, que pour que le football se joue, c'est l'esclave sportif qui se met d'abord en branle. Les gens créent des clubs, les gens construisent des stades. Le football sportif, c'est la fin. Donc on ne peut pas basculer directement vers le sportif en minorant l'esclave sportif. La preuve, le désordre qui est là et qui est reflété sur les plateaux, c'est quoi? C'est l'esclave sportif. Et on ne va pas passer le temps à réfléchir sur les conséquences sans commencer par les causes. Quelle est la cause du problème? On a un exécutif, je préfère commencer par l'exécutif de la FECAFOOT. Pourquoi? Parce que le nouvel exécutif arrive, tu vois que le ministre des Sports est le même qui a travaillé avec Seydou Bombon-Dioya. Donc ils ont développé une manière de travailler. Et une manière de travailler qui parfois violait les textes. C'est pour ça que quand je parle de pratique ici, quand deux personnes s'asseyent ensemble pour violer les textes et ça se passe bien, il y a des résultats. C'est bon. Le problème, c'est que dans la continuation de la violation des textes, pour parler comme au quartier, un jour, ça a donc cuit. Vous voyez, on a nommé les Rigobert sont comment? Les hautes instructions. Comment on nomme depuis? Est-ce que c'est comme ça que la loi a prévu que l'on nomme? Appelons à nous cacher. Par exemple, la nomination du gouvernement au Cameroun. La Constitution dit, on nomme le Premier ministre. Il propose. Mais vous voyez souvent qu'on les nomme le même jour. La question que le profane peut se poser, c'est à quel moment a-t-il proposé? Donc, cette crise invite nous les Camerounais à savoir bien faire les choses. Ça a toujours été mon combat. Faisons bien les choses. Et sachons que dans un État, même dans nos familles, il y a le formel et il y a l'informel. Mais il ne faudrait pas que il faut donc que l'informel reste à sa place et que le formel soit officiel.
Oui. Une aînée à moi que j'apprécie beaucoup, je lui fais d'ailleurs un coucou, Kalis Beyala, m'a dit un jour que vos affaires de Tizala, ça a toujours existé. Le problème avec les Tizala aujourd'hui, c'est que elles veulent partir de l'ombre pour la lumière. Et c'est là que les problèmes commencent. Rien n'empêche à un dirigeant qui veut répercuter les hautes instructions du président de la République d'aller voir le président de fédération pour lui dire le chef de l'État veut que ce soit tel. Et qu'on sauve l'honneur du président de la FECAFOOT en laissant que ce soit lui qui officialise. Lorsque le chef de l'État a fini de parler le 10 février, rien n'empêchait aux deux acteurs, MINSEF et FECAFOOT, de s'asseoir, l'un répercutant les hautes instructions à l'autre en lui disant voici les gens que le chef de l'État a validés. Mais pour que toi tu ne perdes pas la face aux yeux du monde, c'est mieux que ce soit toi qui rendes cela officiel. Un État, ça fonctionne comme ça. Collaboration, compromis. Et le président Paul Biya, qui est notre modèle, du moins pour nous autres, est maître dans l'art du compromis. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que il y a des conflits politiques qui se servent. Tout le monde voit la politique dans ce affaire. On ne va peut-être pas le dire sur ce plateau par pudeur, parce que nous sommes tenus par la pudeur, on ne peut pas tout dire. Mais il faudrait qu'à un moment donné, et je me suis proposé de faire une dans ce sens, vous allez certainement la voir lundi, où à travers laquelle je vais interpeller directement ceux que je considère comme capables de mettre fin à cette crise pour dire, asseyez-vous et parlez. Vous comprenez? Oui. Bon, tu vas m'excuser de citer les noms. Samuel Eto'o a géré le football pendant 2 ans avec ce que les juristes appellent un blanc-seing. Au point où on lui a même prêté de l'argent. Moi, je n'ai jamais suivi que l'État prête de l'argent à l'État. Quand je dis que je suis pour l'État, pour essayer d'apaiser, ce que les gens ne savent pas, que lorsqu'ils passent le temps à dire l'État, la FECAFOOT, c'est aussi l'État. La FECAFOOT participe de ce que l'on appelle la décentralisation technique, ou par spécialisation ou fonctionnelle. Vous avez donc l'escroissance. C'est une escroissance de l'État. La FECAFOOT peut être rangée du point de vue juridique au même pied d'égalité que les mairies. C'est la décentralisation des services, la décentralisation des compétences, alors que les mairies et autres, c'est la décentralisation territoriale. Donc, quand je dis je suis pour l'État, je suis autant pour le gouvernement, du moins pour le ministère des Sports, autant pour la FECAFOOT. Qu'est-ce qu'on veut pour répondre à la question du sportif? C'est la victoire. Est-ce que l'ambiance actuelle permet aux Lions de gagner? Ça se voit bien qu'ils sont mal à l'aise, parce qu'il y a des affinités. Certains sont les amis des gens au ministère des Sports, ou leurs enfants, ou leurs neveux. D'autres sont des amis des gens à la FECAFOOT. Et vous comprenez que dans une telle ambiance, on ne peut pas gérer une société sans tenir compte des affinités. Oui. Donc, tout ceci impacte le bon fonctionnement du sportif. Mais les joueurs, à la différence des U20, sont ce que l'on appelle des professionnels. La différence entre un professionnel et un amateur, c'est que le professionnel a l'obligation de transcender les difficultés. Il peut faire abstraction et se sublimer. Et une autre confidence que je peux faire, l'une des raisons de la présence des joueurs à la primature, c'est parce qu'ils ont l'impression, et là ce que je veux dire peut faire mal, parce qu'ils ont l'impression que le gouvernement n'a pas tenu la promesse de mettre fin à la crise. Après le match en Angola, le gouvernement leur a fait la promesse que lors du prochain regroupement, tout serait OK. Quand ils arrivent, ils trouvent que la crise perdure. Ils disent, mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Je ne vais pas aller plus loin. Certains ont même menacé de ne plus mettre pied à la sélection après le match contre... après la double confrontation Namibie-Zimbabwe. Oui. C'est le moment, s'il en était besoin, que le primus inter partes, qui est le président de la République, frappe du poing sur la table. Il faut que la récréation prenne fin. Il y a 2 modalités. Rapidement, je sors par là. Soit la négociation, c'est-à-dire le dialogue et tout, soit l'exorbitance. Parce qu'un État, c'est aussi ça. C'est lui qui a le monopole de la violence légitime. À un moment donné, même par la force, on peut mettre fin à une crise. Il faudrait donc que l'État camerounais, avec toutes ses composantes, choisisse la modalité de sortie de crise. C'est la négociation ou c'est la force.
Merci Timothée Essomba. Négociation ou force, les téléspectateurs qui ne comptent pas pour du beurre vont dire aussi en 1 ou 2 minutes ce qu'ils ont à dire. Bonsoir Stéphane Baga. Quand Chaud dit qu'on va arrêter le président de l'Africa Foot, tu ne le regardes pas. Mais quand on s'adresse au ministère du Sport, tu regardes le panéliste. Voilà. Merci pour la contribution. C'est ce que je peux répondre. Je poursuis. Bonsoir, c'est Félix de Yaoundé. Franchement, M. Somba et Arthur Ko ne sont pas sérieux. Je préfère le dire comme ça. Malgré tout ce qui est mis à nu et orchestré, véritablement, cher monsieur Félix, c'est difficile lorsque vous adressez à des personnalités, puisque ça en est une. Les deux, en des termes aussi peu flatteurs. Je préfère prendre une autre contribution, celle-là, j'espère, plus sérieuse. Bonsoir le panel, nous sommes partis pour la suite du désordre avec le staff du ministère face à celui de l'Africa Foot. Nous constatons bien que ceux qui travaillent avec les Lions sont bel et bien ceux du ministère. Question, lesquels seront accrédités officiellement au banc de touche lors de ce match? C'est une question qui a été posée sur ce plateau. Bonsoir. À qui profite le désordre? À celui qui refuse de solutionner le problème. Deux solutions, virer Marc Brice et respecter les textes. Point. Merci pour la contribution. Monsieur Mbargara, bonjour. Monsieur Noir ne comprend pas. La convention permet au ministre de nommer le staff technique et de le mettre à la disposition de l'Africa Foot. C'est ce qui a été fait avec Rigobert Song, aussi avec Conceição. S'il vous plaît, respectez l'intelligence des téléspectateurs. Merci pour la contribution. Bonsoir le panel. Ministre Africa Foot, le problème c'est l'argent. Monsieur le ministre des Sports, s'il avait de la considération et du respect du président de l'Africa Foot, devait limoger Marc Brice. Le ministre des Sports devrait démissionner après les propos du Premier ministre et puis il se rend à Garoua. Le ministre et ses amis veulent arracher tous ses droits à l'Africa Foot. Merci pour la contribution. On va avancer. Pas la peine d'appeler, nous ne prenons pas d'appel en direct. Bonsoir monsieur Mbarga. Faut dire au monsieur en chemise blanche que les lois sont faites pour être respectées. Le président de la République n'est pas au-dessus des lois, ni son gouvernement, et encore moins l'Africa Foot. Donc quand il parle de prérogatives, quelles sont les prérogatives du ministère et celles de la Fédé? Donc il doit y avoir un arbitrage sérieux sur le sujet, afin qu'on avance, ou à défaut que le gouvernement suspende, voire dissolve temporairement la fédération. Je vais m'arrêter là, le message est quasiment en mémoire. Prenons celui-ci, on va en prendre un ou deux encore, parce qu'on ne pourra pas tous les prendre, malheureusement. Prenons celui-ci qui nous vient du Gabon. Bonsoir à vous et à votre riche panel. Tous ceux qui ont une ascension figurante finissent toujours mal. L'État fait profil bas pour sauver les meubles et surtout la carrière des joueurs. Le président n'aime pas les défis. Après le match, le président de la fédération va lire l'heure. Bon, merci pour votre contribution. On va en prendre une ou deux dernières. Surtout, vous n'allez pas appeler. Bonsoir le plateau, je vous suis depuis le Burkina Faso. Je suis Franck Sia. Il faut tout simplement que le problème fait qu'à Foot Ministère est un problème d'argent. Le clan des clans, s'il vous plaît. Vous nous écrivez depuis le Burkina Faso. On ne va pas, vous n'allez pas prendre sur vous de pointer du doigt sans affirmations et sans justement investigation, de pointer du doigt sur des personnalités en les traitant de soit de prévaricateurs ou d'autres choses. Une fois que je l'ai dit, mesdames, messieurs, je souffle en régie et on revient tout de suite après. Du grand soir avec plus de sérénité, nous espérons, sur le plateau. On va tout de suite sortir des péripéties de la Fédération camerounaise du football adossée au ministère pour prendre un aspect un peu plus sérieux, celui-là qui concerne la rentrée scolaire au Cameroun, vous le savez, et surtout cette peur qui gagne les nombreux usagers des routes camerounaises lorsqu'ils doivent emprunter ces tronçons. Je commence par vous, Shaw Walters. On vous sait très attentif à justement ce qui se passe sur nos routes. Comment expliquer que les routes camerounaises soient aussi dangereuses et que justement il ne se passe plus de jours sans que l'on assiste à une hécatombe? Oui, même de Paris à Madrid,
la voie 347. On a plus des accidents là-bas qu'entre la route Yaoundé et Douala. S'il vous plaît, Walter. Je suis très sérieux. Nous sommes sur un plateau sérieux. Moi-même, je suis sérieux. Les gens ont pris le problème des accidents au Cameroun comme si le Cameroun était le seul pays au monde qui a autant d'accidents. Je vous rappelle qu'en 2011, nous étions à 7600 accidents par an. Nous sommes partis de 7600 accidents par an à moins de 3000 en 2024. Parce qu'en 2016, nous étions à plus de 4000. Ça veut dire que le ministère des Transports a redressé la barre du niveau du pourcentage des accidents au Cameroun. Bon, comment comprendre? Oui, j'avais fait une petite analyse bref économique. Allez-y. Le budget du Cameroun actuel ne nous permet pas d'avoir minimum une satisfaction de l'état des routes au Cameroun. Le budget est trop peu. 7 000 milliards, vous ne pouvez pas construire des routes. Je voudrais être pédagogique à ce point. Avec 7 000 milliards, on ne peut pas construire. On fait savoir qu'il y a des autoroutes qui ont été financées à hauteur de plusieurs centaines de milliards qui ne sont pas achevées. Il y a des projets routiers qui, avant même d'être achevés, avant d'être réceptionnés, tombent en désuétude. On a l'impression que le secteur de la route au Cameroun est un véritable problème. Une fois qu'on a établi les responsabilités des ministères concernés au premier plan. Suivez bien mes propos. On a voté dans la loi de finances 2024 500 milliards au ministère des Travaux publics. L'entretien des routes, c'est 55 milliards. Or, les besoins, tous les besoins en entretien routier s'élèvent à 800 milliards. Je parle de 800 milliards, je ne parle pas de 500 milliards. 800 milliards. Consultez le site du ministère des Transports, le ministère des Travaux publics. Oui. Besoin en entretien des routes, besoin global structurel, c'est 800 milliards. Disponible, fonds disponibles, 55 milliards. Budget, 500 milliards. Maintenant, la construction, maintenance et autres, 225 milliards. Vous croyez que sur l'enveloppe de 7 000 milliards, vous pouvez construire tous les routes au Cameroun? Alors, vous voulez nous dire que... Je voudrais vous dire qu'on doit augmenter l'enveloppe budgétaire si vous voudrez construire tous les routes du Cameroun. 500 milliards qui est attribué au ministère des Travaux publics ne suffit pas de construire des routes. Arrêtez de blâmer le ministère des Transports. Arrêtez de blâmer le gouvernement. Arrêtez de blâmer les ministres. 7 000 milliards ne suffit pas. Moi, en tant qu'enseignant d'économie, je demande que le budget est sous-consommé à 25%. Dans d'autres pays, c'est 70%, 90%. Oui. Augmenter l'enveloppe budgétaire, passer même à 21 000 milliards. La Chine, qui est deuxième mondiale, a combien de budget pour les routes? Je crois que nos ministres sont là-bas actuellement. Donc, je suis le seul au Cameroun pour avoir dit ça, que 7 000 milliards ne suffit pas d'avoir les ressources humaines, financières, matérielles et immatérielles, d'avoir tous les routes en bon état au Cameroun. 7 000 milliards et on prend 500 milliards et on donne des travaux publics. Ça ne suffit pas, monsieur. Donc, dites à tous les camarades, à tous tes frères, à tous tes amis que n'insultez plus les ministres, n'insultez plus le gouvernement. Demandez plus à l'Assemblée nationale de voler une loi de plus de 14 000 milliards ou 30 000 milliards et vous aurez des routes. Je parle en tant qu'un expert. C'est ce qui est impossible, vous le savez très bien. Non, ce n'est pas impossible. La Côte d'Ivoire a 14 000 milliards. En termes de route, j'ai fait un diagnostic. J'ai fait 1 000 milliards. Oui, non, je parle du budget global de la Côte d'Ivoire. C'est 14 000 milliards. Et qu'est-ce qui est alloué à l'entretien? Non, je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est plus de 500 milliards. Merci, Chou. Mais je vous dis ceci. Mes données statistiques, vous voulez ou pas, je suis un enseignant d'économie, j'ai dit, consultez le site du ministère des Travaux publics. Budget, 500 milliards. Les ressources disponibles pour l'entretien, 55 milliards. Besoin, 800 milliards. Mais on a un budget qui a... Ça veut dire que le budget est déficitaire au ministère des Travaux publics. Alors, on ne peut pas avoir des routes, mon ami. Merci. Dites pour vous, moi, je ne suis pas un opinion, mais que quelqu'un ne contredit pas mes chiffres. Sinon, on présente son document. Merci, Chouateur. Ouais, point final. Merci. Alors, Achungo, Chouateur, pour vos clarités sur ce plateau, merci à lui de calmer la tension. Si l'on s'en tient à l'économie sur le plateau, on est condamné à mourir parce que les chiffres avancés sont énormes. Et certainement le budget, le maigre budget d'État du Cameroun, je mets des guillemets, n'est pas capable d'assumer, de supporter de pareilles dépenses. On est condamné à tous mourir sur nos routes à Tchunko.
On n'est pas condamné à mourir. Le Cameroun est le seul pays où la route n'est pas bonne, mais où on file. C'est ça aussi le problème. C'est-à-dire, une fois que j'ai intégré que la route n'est pas bonne, je roule lentement. Puisque de toutes les façons, ce n'est pas demain. Un économiste vient de vous dire que ce n'est pas demain, ce n'est même pas après-demain qu'on va régler ce problème. Donc, intègre que entre Boumniébel ou je ne sais pas où, je ne sais pas moi, Sombo, il y a des trous. Va lentement là-bas. Pas doucement. Parce qu'au fond, même ces ministres que vous indexez, eux roulent lentement sur ces routes. Bon, toi le pauvre, avec une voiture instable, sans amortisseur, sans vitesse, toi tu files sur la base de quoi? Parce qu'à un moment donné, on veut tout intellectualiser, on veut jouer les grands universitaires sur des choses simples. Si la route n'est pas bonne, il faut rouler lentement. Alors, la route n'est pas bonne, il faut rouler lentement, mais il y a quand même des fonds qui sont alloués à l'entretien, à la construction, à la réfection de ces routes. Il faut avouer aussi que la mécanique au Cameroun donne des frissons. Dans le domaine de la route, on ne parle que de milliards et les résultats ne sont point visibles. Une autoroute, il y a un des doigts là qui est censé être construite. Vous connaissez les chiffres mieux que moi, mais on a plus de 10 ans, avec des milliards d'outils. Qu'est-ce qui pourrait justifier une pareille incurie à Tchimko? Non, maintenant, les causes peuvent être diverses. Il y a de l'incompétence, il y a des contraintes qui peuvent être financières, structurelles, des contraintes de bailleurs de fonds, il y a même des contraintes de mœurs. Parfois, pour vous financer une affaire, on dit qu'il faut que les homosexuels soient un peu plus à l'aise dans votre pays. Donc, il y a plusieurs contraintes de ce type qui font que un chantier ne peut pas aller comme on veut. C'est-à-dire, quelqu'un veut bien faire, mais il y a des contraintes. Il y a des financements qui sont conditionnés. Oui. Où on vous impose des choses. Mais une fois ces financements arrivés à Tchimko, on sait que parfois ces financements ne sont pas aussi gérés de la façon la plus idéale par ceux qui sont en charge. Vous aimez toujours que les gens aillent provoquer les autres. J'ai parlé d'incompétence. C'est un terme englobant. Si on vous a donné 10 000 francs, vous n'avez pas géré 10 000 francs, vous êtes incompétent. C'est ce que j'ai dit. Donc ça veut dire que s'il y a de l'argent et la route ne suit pas, vous êtes faible, vous êtes incompétent. C'est ce que j'ai dit. Vous voulez que je dise quoi? Que je cite les noms? Parce que les Camerounais, ils aiment les noms. Non. Vous voulez que je cite les noms des gens? Non. Mais je dis, je dis donc que si vous avez eu de l'argent pour faire quelque chose et que ça n'a pas été bien fait, c'est de l'incompétence. Il y a aussi ceux qui veulent bien faire, mais l'argent est rare parce que l'argent est difficile. La ressource manque. Et le Cameroun est un pays pauvre, parce que les gens dorment aussi s'élever quoi que le Cameroun est un pays riche. Le Cameroun est un pays pauvre, et quand un pays est pauvre, tout est urgent. Ça veut dire que les infirmiers c'est urgent, la route c'est urgent, l'aéroport c'est urgent. Les stars on a quand même réglé le problème comme Lonier ça dit autre chose, mais passons. L'abondance qui nous nuit. Qui nous mène à en discuter même l'abondance. Non, mais là, donc vous voyez que l'université c'est urgent, les facs de médecine c'est urgent, tout est urgent dans un pays pauvre. Il faut donc que l'État fasse des arbitrages. Et parfois ça ne nous plaît pas, ou alors c'est lent à arriver chez nous. Merci. Anissé Noir, qu'est-ce qu'on fait? Les Camerounais sont inquiets. Il n'y a qu'à voir dans les agences de voyage, tout le monde prie lorsque le bus démarre. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, je fais bien la première partie des propos de Dr Cho Walter qui disait que même dans les pays les plus développés, il y a des accidents. Et ça, c'est normal. Mais ce qu'il faut faire, c'est juguler ou alors rendre le taux d'accident à sa simple expression. Et c'est la raison pour laquelle nous avons des interrogations. Alors, figurez-vous, en 2023, le ministre des Travaux publics, lors d'un point de presse sur la question des routes, nous disait que seuls 9% du réseau routier camerounais est bitumé. C'est vrai que ce qui revient à pratiquement 10 225 km de routes bitumées. Et dans cette route-là, il y a les routes nationales, les routes régionales, les routes départementales, etc. Oui. Une fois que je l'ai dit, je reviens sur ce qui doit être fait pour qu'on en arrive à juguler les accidents. Parce que figurez-vous, sur les 9%, il faut s'interroger sur la qualité des infrastructures existantes. Parce qu'il ne vous échappe pas que le mois dernier, la route Boné-Poupa-Yaba, si je crois bien, s'est effondrée alors que l'infrastructure n'avait pas encore été réceptionnée. Et c'est là où je reviens sur les propos de M. Koki disait tout à l'heure que, en fait, si on vous donne 10 000 francs pour faire une tâche et que vous ne parvenez pas à la faire, alors cela pourrait être preuve d'incompétence. Lorsque un marché est attribué
à une entreprise. Il faut bien que l'entreprise nous donne des assurances que l'infrastructure routière qui sera construite sera de bonne qualité. Si l'entreprise ne peut pas nous donner ces assurances-là, ça veut dire que cette entreprise-là est incompétente. Et là, c'est-à-dire, celui qui a attribué le marché à cette entreprise-là devrait aussi être taxé d'incompétence. Maintenant, le challenge est d'entretenir non seulement les 9% de ce réseau bitumé, de densifier le réseau routier, d'assurer la connectivité au niveau de la traficabilité avec des infrastructures qui ne sont pas bitumées. Mais, Dr Tcholoatel, vous donnez des chiffres tout à l'heure. Oui. Avec un prix de tel montant, on ne peut pas véritablement assurer l'entretien routier de tout le territoire national. Même si j'aurais voulu que, parce qu'il a parlé de la Côte d'Ivoire tout à l'heure, même si j'aurais voulu qu'il nous relève aussi le taux d'endettement de la Côte d'Ivoire, vous verrez que, en fait, ce n'est pas la même chose. Donc, pour revenir maintenant sur l'être humain qui utilise ces routes-là, il faut questionner la moralité de l'être humain qui utilise ces routes-là. Est-ce que c'est parce qu'on va vite arriver? Non, je ne crois pas. Il faut aller doucement parce que quelqu'un l'a dit, la route ne tue pas, c'est nous qui tuons. C'est vrai qu'il y a des nids de poules et autres, mais il faut savoir que si on va lentement, on va arriver à temps. Maintenant, il y a aussi des facteurs exogènes, c'est-à-dire la qualité des permis de conduire, la qualité des visites techniques, etc. Donc, tous ces phénomènes-là contribuent à ce que les accidents soient de plus en plus présents sur nos routes. Mais il faut questionner la moralité de ceux qui prennent ces routes-là et même la qualité des infrastructures. Merci à Anissé Noir. Il nous reste à peine 3 minutes, malheureusement, chers messieurs. Bertrand Bika, on résumé succinct de la situation. Et qu'est-ce qu'on fait? 1 minute 20 secondes. Non, moi je pense que le thème c'est rentrée scolaire et peur sur nos routes. Je pense que c'est un bon thème, mais je pense qu'il ne faut pas absolument corréler les accidents à la rentrée scolaire. Je pense que à la réalité, les localités accidentelles de nos routes relèvent plus pour l'instant du facteur humain. Qu'on soit véritablement responsable. Au-delà même des voyages interurbains, les accidents sont plus au niveau interurbain. Il faut voir, moi, quand j'arrivais là, il y a pas un taximan qui est quasiment mort. Je ne veux pas dire où là. Ça veut dire qu'il faut être assez responsable. Il faut convoquer, comme l'a dit tout à l'heure, la qualité des permis, la qualité des personnes même qui vont sur la route et mettre de côté de force de l'ordre, véritablement aller trier. Parce que il y a comme c'était laxisme, pas sûr, mais quand même c'était laxisme qu'on voit là. On voit des voitures qui ne veulent même plus circuler, qui circulent devant les forces de l'ordre ici là dans nos villes et devant aux yeux sur tout le monde. Je pense que le facteur humain, c'est un facteur qu'il faut véritablement convoquer, même si le caractère des routes est convocable. Mais je pense que c'est pas celui-là qui augmente le taux de caractère accidentel de nos routes. Merci Bertrand Bika. Monsieur Somba, en 1 minute. Qu'est-ce qu'on fait alors que la rentrée scolaire, c'est dans 2 jours? Mais les copanélistes ont déjà tout dit sur les routes. Je pourrais juste dire que tout tourne autour du facteur humain. Oui. Visite technique, le type de véhicule que nous achetons, c'est le facteur humain qui est le plus accidentogène. Il est donc bon que tous les Camerounais fassent preuve de responsabilité. Nous avons peu de routes, mais si nous utilisons bien le peu de routes que nous avons, nous allons réduire les accidents. J'aimerais juste compléter pour sortir le propos du docteur Walter tout à l'heure, qui a parlé du budget du ministère des Travaux publics. Oui. Il couvre seulement 34% des besoins en route du Cameroun. Voilà. Donc vous comprenez que ceux qui gèrent ce ministère ont la tête qui chauffe. Parce que un jour, en point de presse, le ministre avait confié tous les villages du Cameroun, tous les arrondissements veulent les routes. Mais mon budget ne me permet que de couvrir 34%. Bravo. Alors, on fait la route où il faut faire des arbitrages. Bravo. Et ce n'est pas facile. Les Camerounais doivent faire preuve de responsabilité, soutenir les gouvernants qui travaillent. Et nous, de la presse, nous allons aider en dénonçant ce qui lésinent. Merci. Excellent. Merci Timothée Essomba pour cette excellente, j'emprunte les mots du docteur Showalter, conclusion. Mesdames, Messieurs, voilà ce qu'on pouvait dire sur les thématiques inscrites à l'ordre du soir, du grand soir de ce soir justement. Mais vous ne bougez pas tout de suite. Lénis Djelé
est là pour l'actualité. C'est le 19h sur Info TV. Justement, le round-up des meilleures actualités d'ici. Et même d'ailleurs, vous seront servis en langue de Shakespeare. Karine commencera là, 20h pour le même exercice. Mesdames, Messieurs, quant à nous, retrouvons-nous, bien évidemment, sur les mêmes antennes avec le même plaisir et le même bonheur.